je serai pas une victime et que j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai eu le déclic. Ne laisse pas une mauvaise journée te faire penser que tu as une vie de merde. Il faut qu'on en parle. C'est les filles qui mangent du caca à Dubaï. Quand tu es influenceur, tu dois avoir une éthique et tu as des responsabilités envers ta communauté. Quand tu arnaques les gens, et tu n'en arnaques pas un, mais tu arnaques toute ta communauté, forcément, ça se retourne contre toi. En termes d'éthique et moralement parlant, c'est inacceptable. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Amel. Salut Alec. Comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Excellemment bien, ça me fait super plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Ça fait un petit moment qu'on doit s'organiser ce podcast. En plus, tu as trouvé un créneau aujourd'hui en plein Ramadan. Oui, c'est ça. Trop bien, merci. Les tasses sont vides en plus. C'est juste pour le branding. On va parler aujourd'hui d'énormément de choses. Ça fait maintenant 6 ans que tu habites à Dubaï. Tu es créatrice de contenu, tu es entrepreneuse également. Ton quotidien, c'est vie autour de Dubaï, justement, vivre à Dubaï, c'est le nom, il me semble aussi, de ton blog, ou en tout cas, tu mets énormément en avant ce lifestyle à Dubaï, comment s'expatrier à Dubaï, comment vivre à Dubaï. Et j'ai sorti récemment plusieurs vidéos à ce sujet. On a parlé de l'entrepreneuriat à Dubaï, l'installation dans l'entrepreneuriat à Dubaï. On a parlé aussi d'investissement à Dubaï. Mais on n'a pas vraiment parlé de la vie à Dubaï, les stéréotypes, les avantages, les inconvénients, ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faut savoir que 100% des gens qui ont des idées reçues négatives sur Dubaï, lorsqu'ils viennent ici en général, ils changent rapidement d'avis. Je pense que tu connais ça et tu as dû le vivre et le voir à de nombreuses reprises. Donc, pour toutes ces raisons, ça me fait super plaisir de t'avoir ici sur le déclic. Et une autre également, c'est que tu es la première femme qui passe en vidéo sur le déclic. Wow. Quel honneur. Sur le plateau en vidéo, en tout cas. Et j'espère pas la dernière, parce que vous avez énormément de choses aussi à partager, à raconter. Et c'est un petit peu trop masculin aujourd'hui, le déclic. Donc, je tenais à le souligner. Merci pour ça. Est-ce que, avant de démarrer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter ? Oui, alors moi c'est Amel, donc je suis originaire de Lille, dans le nord de la France, et il y a 6 ans j'ai décidé de tout quitter, ma famille, mon fiancé, mes amis, mon job, j'ai vraiment tout quitté pour tenter une aventure à Dubaï. Alors moi j'étais venue pour la première fois en 2014 en vacances, c'était ma sœur à la base qui s'était installée ici, et pareil, moi j'avais plein de clichés, de stéréotypes avant de venir, comme tout le monde, je pensais que c'était une ville superficielle, où il n'y avait rien à faire. J'avais vraiment été brainwashée par tout ce que j'entendais dans les médias. Donc ma première réaction, quand ma sœur, elle m'a dit en 2014 qu'elle s'installait ici, je lui disais mais pourquoi ? Et puis on est venu lui rendre visite avec ma famille, on est venu en vacances. Et là, ma vision sur Dubaï, elle a complètement changé. Je m'attendais pas en fait à découvrir une ville comme ça. Pour moi, en fait, la vie en France, c'était tu travailles et tu travailles pour te payer des vacances dans des endroits paradisiaques comme Dubaï. Et je pensais pas qu'on pouvait allier les deux. Donc j'ai vu le lifestyle de ma sœur. Donc elle bossait dans une boîte française. À l'époque, elle vivait à Gibillar, donc qui est un quartier juste en face de la plage, un quartier très touristique. Elle avait un Starbucks en bas de chez elle, plein de restaurants, une piscine dans son immeuble, une salle de sport. Et donc moi, quand je suis arrivée et que j'ai vu ça, je me dis mais comment on a pu nous cacher ça ? Ouais. Pourquoi on nous a menti en fait ? Et je suis vraiment tombée amoureuse de Dubaï et 3 ans plus tard, j'ai emménagé ici. Ok, et c'est super intéressant parce qu'effectivement tu décris vraiment littéralement les vacances que tout le monde rêve d'avoir et en fait c'est le quotidien de la plupart des gens qui vivent et qui travaillent ici. Là en plus ce qui est intéressant c'est que tu décris le parcours de ta sœur mais dans justement sa description elle n'est pas forcément entrepreneur quand elle arrive à Dubaï, c'est pas une influenceuse, c'est pas une multimillionnaire ou c'est pas une oligarque russe, donc c'est une personne qui peut-être avait un travail tout à fait normal et conventionnel en France et qui a déménagé à Dubaï suite à des opportunités ou des choses ainsi et qui vit aujourd'hui ce train de vie. On va en parler notamment et je trouve ça super intéressant. Un autre point aussi, c'est que tu dis j'ai tout quitté
Donc, tu as quitté tes amis, ta famille, jusqu'à ton fiancé, etc. Pour venir ici à Dubaï. Bon, tu habitais à Lille. Je connais assez Lille aussi. T'es d'où, toi? Moi, je suis de Suisse, du coup. Oui, Suisse. Mais j'ai vécu à Lille pendant à peu près 1 mois et demi. Et mon associé vient de Lille, plus particulièrement Maubeuge. D'accord. Et j'ai ma petite nièce qui est à côté de Lille et ça. Donc, je connais assez. J'y suis allé plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est un peu comme Londres, hein, la grisaille de Lille. C'est Londres, mais sans la vie c'est Londres sans les avantages. C'est Londres sans les avantages, exactement. Ça. Le truc que vous avez, c'est les petites gaufres vanille de Madagascar chez Merte. Elles sont juste incroyables. On dit Mère, par contre, on dit pas Merte. Ok, tu vois, il aura fallu que je fasse cet épisode pour avoir le mot de la fin. Justement, donc, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le déclic, c'est quoi le truc qui fait que tu oses tout quitter pour venir à Dubaï? Donc certes, 3 ans plus tôt, tu découvres et tu te dis waouh, on m'a menti, je prends conscience en fait de l'opportunité que c'est, la vie que c'est, j'aimerais bien avoir cette vie, mais il faut quand même oser. Il y a beaucoup de gens qui peut-être vont regarder cet épisode et qui vont dire ah tiens, peut-être que mes idées reçues sur cette ville méritent d'être corrigées et que je vienne en vacances pour voir où ah tiens en fait je peux venir vivre à Dubaï. Ça, c'est les avantages. On va parler aussi des inconvénients. J'ai dit avant que tu étais créatrice de contenu. J'invite ceux qui nous écoutent aussi à taper Amel Talks sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou même YouTube. Tu fais des vidéos à ce sujet où tu parles des avantages et inconvénients justement pour les Français qui veulent s'installer ici. Mais raconte-nous justement, dis-nous en plus à propos de ce déclic, ce truc qui fait que tu oses tout quitter pour venir vivre le rêve du Français à Dubaï, seul, sans forcément avoir peut-être d'attache particulière ou de garantie particulière. Je pense que c'est déjà le fait que j'avais pas d'enfant. J'étais à un âge où voilà, en fait c'était maintenant ou jamais. J'avais 29 ans, je me suis retrouvée célibataire à 29 ans à Lille, et en fait je pouvais pas imaginer que ma vie ça y est, that's it. Je sais quoi en fait. Je me remets en couple avec quelqu'un, on achète une maison, on fait un crédit à la banque, j'ai mon boulot 9-18 et tout ce que j'attends en fait, c'est le week-end et les vacances. Je pouvais pas, en fait, ma vie, ça pouvait pas être ça. Et quand je suis allée à Dubaï, j'ai réalisé que ma vie, ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être, oui, le travail, mais je pouvais vraiment m'upgrader au niveau de ma qualité de vie. Et c'était vraiment ça que je recherchais. Donc, le déclic, je l'ai eu parce que j'étais à un moment de ma vie où c'était, fallait que je fasse un move. C'était maintenant ou jamais. Après, c'est vrai que je me suis quand même posé la question, est-ce que je vais à Dubaï ou est-ce que je vais à Paris? Est-ce que je vais à Londres? Tu vois, j'ai quand même envisagé d'autres villes. Mais en fait, Dubaï, c'était un réel changement, c'était un réel départ, c'était un réel nouveau départ en fait. Je repartais à zéro dans une nouvelle ville où, ok, j'avais ma sœur, mais où je connaissais personne, où j'allais devoir trouver un boulot, etc. Donc c'était aussi le challenge, tu vois, qui me motivait, qui me faisait vibrer. Et je pense que c'est de cette manière que j'ai eu le déclic. Ok, d'accord. Et quand tu arrives à Dubaï, les premières étapes, c'est quoi? Tout de suite, tu as trouvé un job, tu as créé ta boîte. Est-ce que tu étais déjà sur les réseaux sociaux tels que tu l'es aujourd'hui? Dis-nous en plus à propos de ton arrivée. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon installation ici, c'est que j'avais ma sœur, donc ma grande sœur qui avait déjà un boulot, qui avait déjà son appartement. Donc, si tu veux, moi, je suis arrivée ici, j'ai emménagé avec elle. Donc déjà, j'avais pas de loyer à payer. Donc ça, c'est un avantage considérable. Parce que quand tu le sais, tu vis ici, le coût de la vie, il est très élevé. Une installation à Dubaï, ça coûte de l'argent, surtout si tu viens pour chercher un travail, parce que tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Donc moi, j'avais un background en marketing digital et e-commerce, avec quelques années d'expérience déjà, un master. Et j'étais aussi déjà un peu sur les réseaux sociaux, mais dans un autre domaine. J'avais lancé en 2013 un blog de running et fitness qui marchait très très bien aussi, mais que j'avais décidé d'arrêter parce que ça me passionnait plus en fait de parler de ça. Je trouvais que j'avais fait le tour, mais voilà, je suis arrivée à Dubaï, j'avais un diplôme, de l'expérience et surtout des projets déjà personnels à mon actif. Mais moi, je suis venue en tant que rechercheuse d'emploi, donc j'ai trouvé un emploi au bout de 2 mois. J'ai été embauchée en tant que social media manager dans une boîte française et ils m'ont licenciée la veille de ma période d'essai. Voilà, comme ça, douche froide. Je m'y attendais pas. Et c'est là où moi, j'ai connu les galères à Dubaï.
Parce que mon installation ici, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai connu vraiment beaucoup d'obstacles. Ça n'a vraiment pas été facile. Et même encore aujourd'hui, hein, rien n'est facile. Donc voilà, j'ai été licenciée au bout de 6 mois. Et les 7 mois qui ont suivi, j'ai postulé à des centaines de jobs. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'entretiens. J'ai obtenu que des refus. On était en pleine récession économique aussi. Donc c'était 2017-2018. Il y avait quand même une récession économique ici. Donc c'était pas une période facile pour moi. Mais j'avais même envisagé de rentrer en France. Parce que pour moi, c'était un échec, en fait, cette expatriation. Je suis venue, j'ai trouvé un boulot, je me suis fait virer. Ma vie, c'est de la merde, en fait. Donc, ouais, j'avais vraiment envie de rentrer, mais ma famille, ma sœur m'ont soutenue, m'ont dit non, tu restes. Il y a vraiment... on t'interdit de rentrer en France. Donc, je suis restée et j'ai retrouvé un boulot. Et j'ai fini par démissionner de ce boulot. Okay. J'aimais beaucoup, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'étais tout simplement pas fait pour le salariat. J'avais pas le profil, en fait, pour être employée. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je pense que je me suis pas mal voilé la face. C'était pas comme aujourd'hui. Enfin, entre deux, tu vois, il y a eu le Covid. Là, aujourd'hui, donc, de plus en plus de gens entreprennent. Enfin, c'est de plus en plus facile. Avec le remote, la prise de conscience globale des gens qu'il faut s'émanciper du système et compter que sur soi-même, complètement, ouais. Tu vois, mais à cette époque, en 2017-2018, il n'y avait pas cette prise de conscience. Ouais. Mais voilà, j'ai quand même réussi à m'en rendre compte à un moment donné. J'ai eu l'opportunité ensuite de bosser pour une boîte avant le Covid, qui me laissait la flexibilité au niveau de mon emploi du temps, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube, donc pour aider les gens qui veulent s'expatrier ici, mais aussi pour donner une autre image de Dubaï, celle qu'on ne voit pas habituellement dans les médias. Complètement, et c'est super intéressant justement de mettre en exergue le fait que dès le départ, c'est pas forcément facile, boum, t'as une première déception, en plus ta période d'essai, tu dis 6 mois, normalement c'est 3 mois, donc ils ont étendu la période d'essai, puis en plus après ils t'ont remercié, 7 mois où après c'est compliqué, et quand tu prends conscience de ça et que tu te dis je suis pas forcément faite pour le salariat, je vais lancer ma chaîne YouTube et autres, c'était en quelle année du coup ? Que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était en 2019. 2019, ok. Et il y a un point aussi sur lequel je rebondis, c'est que tu dis 2013-2014, tu lances déjà un blog dans le domaine du sport. Qu'est-ce qui fait que tu étais déjà presque précurseuse, visionnaire, parce que finalement le blogging, le business en ligne, ça a surtout explosé pendant les années, on va dire 2017, 2018, 2019, où là il y a énormément de gens comme moi, comme d'autres, qui véhiculaient ce message de c'est possible de gagner ta vie différemment grâce au business en ligne. D'où est venu ça? Quelles ont été tes inspirations pour justement que tu te dises ah tiens, il y a un créneau ici, pourquoi pas le faire, pourquoi pas transmettre mon message et ma passion? Alors moi, j'ai toujours aimé transmettre, justement. J'ai toujours aimé partager des expériences. Et quand j'ai lancé mon blog de running et fitness en 2013, j'ai vu une opportunité, en fait, où, à l'époque, tous les blogs de running, il n'y avait même pas encore Instagram, c'était Facebook. Mais tous ces blogs, c'était vraiment... c'était pas les girls next door, tu vois. C'était vraiment les mordus du fitness, les gym freaks, tu vois. C'était les filles déjà hyper sèches ou bodybuildées. En fait, on voyait pas de meufs normales, en fait, qui faisaient du sport. Et moi, c'est ça que j'ai voulu partager, de dire que moi, comme tout le monde, j'ai un boulot 9 to 6. Je dois prendre du temps pour aller à la salle, pour m'entraîner. Mais si je peux le faire, tout le monde est capable de le faire. Surtout que moi, j'ai commencé le sport à 23 ans. Avant, je n'étais pas du tout sportive. J'ai vraiment commencé le sport assez tard parce que je voulais perdre du poids. Et en fait, c'est devenu une addiction. Et je suis devenue accro à la course à pied. Et quand je faisais, tu vois, des recherches en ligne, etc. sur... tu ne trouvais pas ce que tu voulais. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Je ne m'identifiais pas, en fait, aux personnes. Enfin, tu vois, c'était vraiment soit des coachs ou soit vraiment des gens qui mangeaient et respiraient fitness H24. Du coup, je ne m'identifiais pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, je pourrais le faire. Je pourrais partager justement mon parcours. Et mon objectif, c'était vraiment d'inspirer les filles à bouger, à se mettre au sport et à avoir une meilleure hygiène de vie. Ouais, complètement. Et c'est intéressant parce que finalement, tu réponds à un besoin, mais tu réponds aussi à ton besoin avant tout. Et c'est ce qui fait que tu t'orientes vers ça. Je rebondis sur un autre point qui était super intéressant avant qu'on rentre dans différents éléments. Je regardais récemment ta chaîne YouTube et tu évoquais un sujet intéressant, c'est
tu t'adressais donc aux Français, vu que tu fais du contenu pour les francophones, et tu disais, les Français, il faut arrêter de croire qu'à Dubaï, on vous attend. On ne vous attend pas. Et le titre, c'était « Pourquoi les Français échouent à Dubaï ?» Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos, à ce sujet, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah ouais, terre d'opportunités, terre promise, ça peut être incroyable, il faut que j'y aille, etc. » Alors, je pense que déjà, tu vois, comme on disait tout à l'heure, le Covid, ça a énormément changé la donne. Je pense que pendant cette période, les gens se sont rendus compte qu'ils passaient peut-être à côté de beaucoup de choses dans leur vie, en fait, quand tu étais chez toi et que tu avais énormément de temps pour toi. Je pense que c'est là où les gens ont fait des recherches et ont pris conscience que la vie qu'ils vivaient, c'était peut-être pas la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et en parallèle à ça, tu as tous les influenceurs qui sont venus à Dubaï, de plus en plus de freelance, de plus en plus d'entrepreneurs. Tu as Dubaï qui a mené une campagne incroyable pour ramener le maximum de monde grâce au Covid. Pour eux, c'était une réelle opportunité. Et je pense que tout ça a fait que, effectivement, les gens ont pensé que c'était facile de s'installer à Dubaï. Que t'arrivais, on t'attendait, on te déroule le tapis rouge, c'est facile de trouver un boulot, tu peux créer une boîte, t'es français, tu crées un business français, les Émiratis vont tous venir chez toi. Sauf que non, c'est pas du tout la réalité. Déjà, faut savoir que pour les influenceurs et beaucoup d'entrepreneurs, ils ne font pas leur argent aux Émirats. Leur argent, ils le font grâce à leur audience en France. Donc ça, c'est déjà un premier point que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Et le deuxième, c'est que la compétition ici, elle est rude. Ouais. On est dans une ville où il y a plus de 200 nationalités qui travaillent et qui vivent ici et qui sont prêts à accepter des salaires hyper bas, ce que nous, Européens, on ne pourrait pas accepter. Et du coup, il y en a beaucoup pour qui c'est la désillusion parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, c'est pas ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Sauf que malheureusement, oui, c'est la réalité. Ouais, je te rejoins et un truc sur lequel tu mets en exergue, c'est que les gens sont ici pour travailler. Les gens sont ici pour évoluer. Je connais personne qui vient à Dubaï juste pour le lifestyle, juste pour les vacances. Éventuellement, ils vont en Thaïlande, ils vont à Paris, ils vont à Bali ou autre. Mais Dubaï, c'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme aller en Estonie. Tu vas en Estonie pour deux raisons. Un, charbonner. Deux, pas payer d'impôts. C'est juste que tu n'as pas forcément les moyens d'aller à Dubaï parce que c'est trop cher, donc tu vas en Estonie. Mais c'est la même chose. Et même s'il y a tout un cadre à côté qui fait que c'est paradisiaque, qui fait que c'est agréable, la plupart des gens sont là. Et je discutais récemment avec quelqu'un qui est aussi passé sur le podcast, qui habite ici. Il me disait, mais ici, si tu n'es pas un money maker, tu peux pas rester. Ou alors, tu rentres dans une case et c'est tout. Et tu vois, à l'heure actuelle, moi, on voit toutes les réformes, les manifestations en France, les gens qui sont pas contents, etc. Ils sont pas contents parce qu'ils travaillent X heures par semaine ou autres, ils sont pas contents parce qu'ils ont pas la retraite à tel âge. Je peux comprendre une certaine frustration et autres, même si moi, en Suisse, c'est l'inverse. Quand ils font une loi pour faire 4 semaines de vacances ou 5 semaines de vacances dans l'année, ils vont changer la loi pour en faire que 4. Le peuple va voter ça, tu vois. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais alors qu'ici, il n'y a pas de discussion. Ici, tu as des gens, ils bossent 50 heures, 60 heures, 70 heures semaine. Ici, il y a des gens, ils n'ont pas forcément de vacances. Ils sont prêts à faire tout, et même des Européens, parce qu'ils savent que c'est pas un choix, c'est le compromis à faire pour pouvoir faire ta place et pour pouvoir avancer. Donc, c'est important de le mettre en lumière. Tu as raison, et c'est pour ça que je voulais évoquer ce sujet. Aussi, je me posais la question, lorsque tu fais tes différents contenus, que ce soit sur les réseaux ou autres, tu as, j'imagine, un moment de gens qui vont t'écrire des commentaires ou t'écrire des messages, parfois avec un peu des idées reçues ou des choses négatives à l'égard de Dubaï. Qu'est-ce que tu entends le plus comme idée reçue à propos de Dubaï en général sur tes réseaux ou autres? Ou en tout cas, qu'est-ce que les gens pensent le plus mais qui est faux? Alors, ce que les gens pensent le plus et qui est complètement faux, il faut qu'on en parle. Et c'est vrai que j'en avais parlé en story, mais j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, même s'il y a énormément eu de vidéos là-dessus. C'est les filles qui mangent du caca à Dubaï pour vivre. Je pense que ça, t'as dû en entendre parler. Ouais. Et du coup, oui, moi, ça, c'est un cliché qui revient beaucoup sous mes vidéos parce que forcément, je suis une fille, en plus d'origine maghrébine. Je suis créatrice de contenu, donc on fait le raccourci. Bon, c'est une influenceuse, elle vit à Dubaï, elle mange du caca. Donc, voilà, je vais même pas débattre là-dessus ou donner des arguments. Enfin, c'est évident que c'est pas mon cas et c'est pas le cas
cas de 99% des filles qui vivent à Dubaï. Donc ça, je pense que c'est le cliché qui revient le plus parce que ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu avais vu, mais il y avait eu beaucoup de TikTok, beaucoup de vidéos YouTube là-dessus parce que forcément, les gens en parlent et ça devient très vite viral. Le deuxième cliché, je pense que c'est la superficialité de la ville. Je pense que beaucoup de gens pensent que tu fais très vite le tour de Dubaï, qu'on s'ennuie assez vite. Alors que je pense que c'est une des villes au monde où... J'ai jamais réussi à m'ennuyer ici. Où vraiment, je vois pas comment tu peux t'ennuyer. Ouais. Même l'été, qui est quand même une période assez difficile, il y a quand même plein de choses à faire. Donc non, pour moi, ça c'est un cliché. Je pense que ça c'est un cliché pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds ici, qui ont vu que Dubaï à travers des reportages assez stigmatisants sur Dubaï. Et oui, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Moi, je m'ennuie jamais ici. Il y a tellement à faire. Ouais. Ça me permet de rebondir sur deux sujets. Le premier, c'est les femmes ici à Dubaï. Le deuxième, c'est l'image de Dubaï à l'extérieur, notamment véhiculée par les médias. Commençons par le premier. Tu vois, ici à Dubaï, c'est incroyable. Tu disais, il y a 200 nationalités. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Et il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'ici à Dubaï, il y a quand même passablement d'escortes qui sont présentes. Moi, j'ai aucun jugement. Pour moi, c'est un métier comme un autre. Chaque femme fait absolument ce qu'elle veut d'elle, de son corps, de son intégrité. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que ça peut donner un peu une mauvaise image et une mauvaise perception et de Dubaï et de la femme. Pour les hommes comme pour les femmes à l'extérieur. Et moi, je trouve ça extrêmement malheureux parce qu'effectivement, des gens comme toi qui font très bien leur travail, qui sont intègres, qui sont irréprochables sur tout point de vue, j'aurais même pas besoin de le spécifier, tu vois, tout de suite on fait le raccourci à cause de ça. Qu'est-ce que tu penses de cette situation et de l'image que ça retranscrit? Parce que c'est vrai que ça peut porter quand même préjudice aussi à la ville et à l'image qu'on peut en avoir. Alors comme tu as dit, des escortes à Dubaï, oui, il y en a et on peut même en voir dans des très beaux endroits à Dubaï qui sont considérés comme des endroits genre fine dining, fancy. On peut en voir. Maintenant, il faut quand même rappeler que ça reste illégal ici aux Émirats. Mais en fait, tu sais, il n'y a pas que les Émirats, des escortes, il y en a partout dans le monde, et de la prostitution, je ne t'apprends rien, c'est le métier le plus vieux au monde. Donc des prostituées, il y en a partout. C'est juste que parfois, oui, elles sont un peu plus visibles à Dubaï parce qu'il y a aussi plus d'argent à Dubaï. Mais demain, tu vas à Las Vegas ou tu vas ou dans des destinations un peu moins fancy comme la Thaïlande, des prostituées, en fait, il y en a partout. Mais je pense que il y a tellement une haine sur Dubaï que c'est facile en fait de pointer du doigt à chaque fois Dubaï sur ces sujets alors que c'est partout dans le monde. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai, tu as raison, même si effectivement elles sont extrêmement visibles à Dubaï et parfois c'est un petit peu... Après, je te coupe, ouais. Franchement, moi dans les endroits où je sors, j'en vois pas. Ok, intéressant. Je pense que ça dépend vraiment les endroits où on sort. Ok, moi, personnellement, aujourd'hui, j'en vois plus. Mais tu vois, à l'époque, je te donne un exemple. Il y a dû avoir un petit nettoyage dernièrement des autorités. Peut-être, mais quand tu vois justement les démarches et les actions qu'ils mettent en place, ne serait-ce que pour la sécurité, on en parlera tout à l'heure, mais c'est juste extraordinaire. Pour moi, on en parlait avant en off, j'ai absolument aucun point négatif à remonter sur cette ville. Je suis amoureux de Dubaï, vraiment j'adore. Et voilà, j'en parle même des fois avec ma copine et tout, qui elle, ça fait plus longtemps que moi qu'elle est ici. Mais voilà, et justement, tu vois, à un moment donné, c'était il y a peut-être une année ou autre, clairement tu te balades même à Marina, tu as des cartes de visite par terre avec des numéros de téléphone pour appeler justement des prostituées ou des choses comme ça, ou même les cartes massage. Voilà, oui. Les cartes massage, mais bon, on sait tous quel type de massage c'est. J'ai jamais testé, mais j'ai un ami qui est allé tester et effectivement, c'est clairement, c'est pas expliqué sur la page de vente, mais c'est ce que c'est. Un autre cas concret, Tinder. N'importe quel homme, j'imagine tu as déjà vu un Tinder d'homme ici à Dubaï, n'importe quel homme est sur Tinder, mais littéralement, c'est difficile de trouver une femme qui n'est pas
une femme qui va soit être une escorte, soit être une michto, soit être une prostituée. Et encore une fois, aucun jugement de valeur là-dessus. Je relate juste un fait. Ceux qui nous écoutent peuvent tester en mettant un VPN et mettant Dubaï, ils le verront. Ou ceux qui sont ici le savent. Et tu vois, c'est juste ce truc de... Je trouve que c'est dommage parce que ça crée vraiment une mauvaise image. Et au point même où, quand j'en parle, et encore ce matin, j'étais à la salle de sport, je faisais une vidéo avec quelqu'un qui est venu ici à Dubaï pour ça. Enfin, pour faire la vidéo, hein, pas pour ça le contexte. Et du coup, il me dit, ouais, ta copine, tu l'as rencontrée à Dubaï? Et quand je lui dis oui et que je lui explique le contexte, il me dit mais c'est incroyable, quelle chance t'as eu, c'est une anomalie de marché, c'est pas possible. Et toi qui connais énormément de gens qui sont expatriés à Dubaï, on va pas forcément parler de ta vie personnelle, mais j'imagine que tu as vécu une vie en couple à Dubaï, un célibat à Dubaï, tu as vécu différentes phases de vie à Dubaï, tu as vu des gens autour de toi vivre ces phases de vie à Dubaï. Comment ça se passe pour ceux qui nous écoutent quand tu arrives à Dubaï et que tu es célibataire et que tu es un homme, que tu es une femme et que tu es entouré de tout ça et que tu dois dissocier le vrai du faux entre ceux qui sont là pour toi, pour qui tu es, pour ton argent, ceux qui sont là vraiment parce qu'ils t'aiment, ils t'apprécient, et puis en même temps, où chercher, comment faire, parce que finalement, on peut parler de business. On en parle beaucoup sur la chaîne, mais des fois c'est aussi important de remettre dans le contexte que tout ça on le fait pour partager des expériences, pour avancer dans la vie, pour être avec ceux qu'on aime, etc. Et ça passe notamment par les rencontres, le cercle social, tant relationnel qu'amical. Déjà, je pense que ça, c'est une des plus grandes peurs des gens qui viennent s'installer ici, surtout quand ils sont célibataires, même en couple. Ils ont la peur de rester célibataire, de ne pas trouver quelqu'un, ou aussi la peur de ne pas se faire des amis. Alors déjà, il faut savoir que moi, je trouve que Dubaï, c'est la ville où tu rencontres vraiment le plus de monde, le plus facilement possible. C'est incroyable. Moi, des gens, vraiment, j'en rencontre tous les jours. C'est incroyable, la vitesse à laquelle tu rencontres les gens, parce qu'en fait, ici, c'est une ville où il y a 85% d'étrangers. Donc, en fait, il n'y a personne qui est chez soi ici. On est tous loin de nos familles, loin de nos amis. Donc, on est plus open à faire des rencontres. Donc, déjà, je souhaite rassurer les gens qui ont cette peur de se dire qu'ils ne vont pas se faire des amis ici. Ça, vraiment, si tu es un peu sociable et tu vas à quelques events, etc., c'est très facile de se faire des relations. Ouais, je le confirme. Maintenant, après, bien sûr, c'est facile de rencontrer des gens, mais c'est plus difficile de créer des amitiés réelles et qui vont durer sur le temps. Surtout qu'ici, les gens, ils vont et ils viennent. On ne sait jamais combien de temps on va rester. Enfin, moi, j'ai connu pas mal de monde à qui je m'étais vraiment attachée ici à Dubaï et qui ont quitté Dubaï pour aller ailleurs ou rentrer chez eux. Donc, c'est vrai que se faire des amis sur une longue durée, enfin des amitiés vraiment sincères et réelles, c'est plus difficile, mais c'est possible. Moi, ça a été mon cas. Enfin, j'ai rencontré des gens ici que je considère vraiment comme mes amis. Maintenant, en ce qui concerne le dating, alors ouais, le dating à Dubaï, on va pas mentir, c'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Les applications de rencontres, c'est un monde parallèle, vraiment. Et comme tu as dit, Tinder, si t'es une fille, alors j'ai absolument rien contre les autres nationalités, mais si t'es une fille, on va surtout avoir des Indiens, par exemple. J'ai absolument rien contre les autres nationalités, mais moi, culturellement parlant, je préfère être avec quelqu'un qui a une culture similaire à la mienne. Tu vois, par exemple, si t'es en France, c'est simple, tu vas avoir que des Français. Ici, tu vas avoir les 200 nationalités avec une majorité d'Indiens. Donc déjà, ça nous limite aussi, nous, beaucoup le choix. Et maintenant, si tu te mets dans la situation opposée pour les hommes, c'est vrai que eux, ils ont beaucoup les gold diggers, les escortes, les prostituées. Après, c'est facile de reconnaître une prostituée sur les applis de rencontre, parce qu'en général, elles mettent leur numéro de téléphone déjà dans la bio. Elles veulent pas perdre de temps, etc. Et elles veulent annoncer la couleur. Maintenant, moi, je connais plein de couples, plein de personnes qui ont rencontré leur moitié ici à Dubaï, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants. Donc, on va pas se mentir, oui, c'est plus difficile, mais il n'y a pas que le fait que il y a des michtos et des douchebags, moi, comme je les appelle. Parce qu'attention, on parle des michtos, mais il faut aussi parler de la version masculine des michtos. Donc, moi, ce que j'appelle le douchebag, le connard. Donc, le mec qui vient ici juste pour,
se concentrer sur sa carrière, faire de l'argent, mais pas s'investir émotionnellement avec des filles, et du coup qui passent de fille en fille. Ça, il y a aussi beaucoup de mecs à Dubaï qui ne veulent pas s'engager. Et je pense que c'est à cause du fait qu'ils pensent que il y a tellement de filles à Dubaï que tu peux tellement t'amuser. Pourquoi rester avec une seule ? Donc voilà, on a la version féminine qui, on va dire, est la michto, et la version masculine qui est le douchebag. Maintenant, c'est pas une généralité. Enfin, il y a de tout. Enfin, moi, je pense que je suis une fille normale. J'ai été sur les applications de rencontres. J'ai pas mal d'amis qui sont sur des applications de rencontres. C'est tout à fait possible de rencontrer quelqu'un ici. Dans la vraie vie ou sur les applications de rencontres, je pense que c'est important de pas faire de généralité et de garder en fait l'esprit ouvert, parce que j'ai l'impression que vraiment ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont des idées préconçues dans la tête, et comme ils ont des idées préconçues dans la tête, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit, et du coup ils vont moins avoir de chance de rencontrer quelqu'un qui leur correspond vraiment. Parce que si tu pars du principe que tu peux rencontrer quelqu'un à Dubaï, il y a des gens bien. Tu vois, je te prends l'exemple des filles qui disent que non mais de toute façon à Dubaï, les mecs c'est tous des connards, il y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est impossible de trouver l'amour à Dubaï. En fait, comme tu as cette idée négative dans la tête, à chaque fois que tu vas rencontrer un mec, tu vas forcément dire ou faire des choses qui vont impacter ta relation, et peut-être que la personne avec que tu dates, en fait ça va fausser ta perception de l'autre. Ouais, exactement. Bien sûr. Et du coup, voilà. Enfin, moi, je pense sincèrement que n'importe qui peut rencontrer quelqu'un à Dubaï. Il n'y a pas d'âge non plus pour rencontrer quelqu'un. On a aussi cette image souvent qu'après 30 ans, pour une femme, c'est super difficile de rencontrer quelqu'un. Les femmes sont périmées après 30 ans. Ça, bien sûr, j'y crois pas du tout non plus. Je pense qu'on peut rencontrer l'amour à n'importe quel âge. Mais je pense qu'il faut juste être ouvert d'esprit, tout simplement, et être ouvert à la rencontre. Ouais, non, complètement. Et j'ai bien fait de te poser cette question justement parce que ça vient casser ces idées préconçues que la plupart des gens ont sur Dubaï, même si c'est clair, il y a des avantages et des inconvénients, mais la plupart des gens partent avec des a priori négatifs, et donc ça vient les biaiser dans leur perception des autres et dans leur perception de la situation. Donc 100% d'accord avec ça. Un autre sujet, c'est justement, tu en parlais tout à l'heure, c'est la perception de Dubaï de l'extérieur, notamment véhiculée par les médias. Je me souviens, il y avait eu une émission, je crois que c'était même une émission de Élise Lucet sur Dubaï, les travailleurs à Dubaï qui sont payés tant, etc., qui vivent dans des immeubles tous entassés, etc. Moi, j'ai rencontré justement déjà un des gens qui travaillent dans ces conditions, qui travaillent ici, des livreurs Deliveroo, des chauffeurs Careem. Enfin, tu ne peux pas ne pas les rencontrer parce que grâce à eux, il y a ce lifestyle à Dubaï, et tous les jours, on les côtoie. J'ai énormément de respect pour eux. Dès que j'ai l'opportunité de discuter avec eux, je discute avec eux. Dès que j'ai l'opportunité de leur donner même un tips, ils sont gênés de le recevoir. Limite, ils le refusent pour certains, et non, etc. Mais surtout, au début, je leur posais des questions. Est-ce que tu aimes Dubaï ? Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ton cadre de vie te plaît ? Combien tu gagnes par mois ? Etc. Et à chaque fois, j'ai été relativement étonné. Et ça cassait encore une fois toutes les idées reçues qu'il y avait sur ça. Et je suis allé plus loin. J'ai rencontré récemment plusieurs personnes qui ont des grosses sociétés ici à Dubaï, qui ont entre 200 et 3000 collaborateurs. Donc entre 200 et 3000 collaborateurs ici à Dubaï, effectivement, tu as des Indiens, tu as des Pakistanais qui vont gagner entre 400 et 800 euros par mois, en tout cas en équivalence en dirhams, et qui, quand ils me décrivaient justement leur mode de vie, leur façon de travailler, leur façon aussi de recevoir leur argent et d'apprécier combien ils gagnaient par rapport à ce qu'ils faisaient, mais tu vois vraiment qu'on est à des années-lumière de l'image que la plupart des gens de l'extérieur, en Europe et en France particulièrement, se font de ces gens-là, à limite crier au scandale, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et s'ils avaient en face d'eux justement les personnes pour qui ils crient au scandale, les personnes elles-mêmes ne comprendraient pas pourquoi elles viendraient se plaindre et crier au scandale. Qu'est-ce que tu penses de ça et de cette situation ? Peut-être que tu es complètement aligné à ce que je viens de dire, ou peut-être qu'il y a des avis divergents. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ton point de vue, toi qui es là depuis 6 ans et qui connais bien plus de gens que moi ici à Dubaï. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut savoir qu'en fait, ces gens, quand ils viennent ici,
nous les Français, ou les Européens, on vient ici pour une upgrade de vie. On vient pour faire de l'argent, pour améliorer sa qualité de vie. C'est exactement la même chose pour eux. Ils viennent pas pour quelque chose de pire. Au contraire, eux, dans leur pays, je prends l'exemple, donc les 2 premières communautés, c'est les Indiens et les Pakistanais. Dans leur pays, il n'y a pas de travail. Dans leur pays, ils ont des familles et ils peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Donc en fait, ce qu'il leur reste, c'est vraiment de partir à l'étranger pour pouvoir trouver un travail et aider leur famille. Et c'est le cas, en fait. Eux, ils viennent ici, l'argent qu'ils gagnent, ils l'envoient à leur famille, et c'est comme ça qu'ils peuvent faire vivre leur famille. Donc maintenant, je suis pas en train de dire qu'ils ont ils n'ont pas des situations faciles. Ça, c'est clair et net. Moi, tu vois, aussi pendant le Ramadan, je fais des distributions de repas dans les camps d'ouvriers, donc j'en vois beaucoup, etc. Pour moi, tu vois, je pensais que... Il y a énormément d'ouvriers qui viennent à ces distributions. Et je comprenais pas, je me disais, mais comment c'est possible? Pourtant, les gens, ils meurent pas de faim à Dubaï, ils sont nourris par leur employeur. Et en fait, on m'a expliqué que ces gens-là, s'ils venaient, c'est justement parce que tout l'argent qu'ils gagnent, ils l'économisent. Et du coup, ils mangent une seule fois par jour. Ils mangent que le repas qui est fourni par leur employeur pour pouvoir envoyer le reste de l'argent à leur famille. Donc pour eux, cette distribution de repas, c'est hyper important parce qu'ils peuvent avoir un deuxième repas en fait offert sans avoir à dépenser. Donc tu vois, j'en ai conscience et c'est difficile, ils n'ont pas des situations faciles. Maintenant, est-ce que c'est les Émirats qu'il faut blâmer? Est-ce que c'est pas plutôt leur pays en fait qui leur a pas donné d'opportunité de pouvoir se développer, qui leur a pas donné de travail, etc. C'est le système en fait qu'il faut blâmer, c'est pas Dubaï. Et encore une fois, je trouve que c'est trop facile de pointer du doigt Dubaï quand on crie à l'esclavagisme moderne. Mais attends, mais à Paris, les sans-papiers, le nombre de sans-papiers qui bossent dans des restaurants à Paris, le nombre de sans-abri. Donc je dis pas que ces situations elles sont normales. La vie elle est injuste, ça c'est clair et net, mais c'est comme ça en fait, et c'est partout dans le monde. Et Dubaï c'est pas une exception. C'est juste que, encore une fois, c'est trop facile de pointer du doigt Dubaï, c'est facile de taper sur Dubaï et de tirer dessus, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et je rajouterai un sujet, c'est que c'est limite dans leur pays, pour les pays que tu as cités et d'autres, une sorte de guerre. Il y a des concours qui se font pour pouvoir avoir le visa, décrocher un job et venir ici. Certains, on en fait littéralement un but dans leur existence, que d'avoir l'opportunité de venir ici pour effectivement pouvoir offrir une vie meilleure à leur famille, à leurs femmes, à leurs filles, à leurs fils, etc., etc. Donc je te rejoins là-dessus. Tu parlais de Ramadan tout à l'heure. Je sais que c'est un sujet aussi que tu as déjà évoqué sur ta chaîne, etc. Et ça peut toucher pas mal de gens qui nous écoutent. C'est comment le Ramadan à Dubaï comparativement du coup à un Ramadan dans d'autres pays, parce qu'en plus de ça, ici à Dubaï, je vois qu'au fur et à mesure des années, ils sont devenus beaucoup plus ouverts d'esprit à l'égard de nombreuses choses, hein. Ne serait-ce que au tout début, lorsque je venais à Dubaï, les gens à l'extérieur, il n'y avait pas une bouteille d'eau, ou en tout cas c'était mal vu, les terrasses étaient fermées, ou alors elles étaient voilées. Sur la plage, les femmes, elles étaient mal vues si elles étaient dénudées, etc. Alors qu'aujourd'hui, tous les beach clubs sont ouverts, les terrasses sont ouvertes, elles ne sont pas bâchées. Les femmes, les hommes, ils sont à la plage tranquille, ils mangent une glace, les glaciers sont ouverts également. Donc il y a beaucoup de choses. L'ouverture d'esprit, les choses ont changé par rapport au fait que c'est très éclectique dans les catégories de gens qui sont présents ici. Mais de l'autre côté aussi, beaucoup de choses sont mises en place pour celles et ceux qui font Ramadan, avec la plupart des restaurants ont un menu iftar par rapport à ça. Il y a des événements spécifiques qui sont faits pour ça, et je trouve ça génial en fait, justement, c'est cette possibilité de faire vivre en union toutes les communautés différentes du monde dans le respect et dans l'intégrité, donc, ou en tout cas dans la tolérance, parce qu'on pourrait considérer que boire un verre d'eau devant quelqu'un qui fait Ramadan, c'est pas forcément du respect, mais c'est une question de tolérance, après avoir de qui a la tolérance de quoi avoir, mais c'est important, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus.
Alors moi, je pense sincèrement que Dubaï, c'est la meilleure ville dans le monde où tu peux faire le ramadan. Maintenant, c'est vrai que comme tu as dit, ça s'est de plus en plus ouvert sur ces dernières années. Moi, je me souviens, mon premier ramadan à Dubaï, comme tu disais, c'était vraiment interdit de boire et manger dans les lieux publics. Aujourd'hui, c'est toujours interdit officiellement. Okay. Mais officieusement, moi, je vois plein de gens manger, boire à la marina en pleine journée. Donc, je pense qu'ils tolèrent. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a quelques années, le ramadan, il tombait en plein été, ce qui était la basse saison à Dubaï. Donc, si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de touristes qui venaient. Donc, je pense que pour eux, c'était pas... il n'y avait pas vraiment un manque à gagner en instaurant ces règles. Maintenant, aujourd'hui, le ramadan, il tombe pendant la haute saison, donc qui est mars-avril, où tu as vraiment tous les touristes qui viennent. Et je pense que s'ils l'ont ouvert, c'est parce que, voilà, ils ont besoin d'argent. Hein. Je le dis souvent, mais Dubaï, c'est vraiment géré comme une entreprise. Ils sont là pour faire du chiffre d'affaires. Le Covid, pour eux, ça a été une opportunité. Et le ramadan, pour eux, c'est si on ferme tout, c'est moins d'argent, moins de touristes qui viennent. Donc, ces règles, elles ont été mises en place pour, en fait... accueillir les touristes et qui se sentent en fait qui se sentent en vacances, quoi, qu'il n'y ait pas de restrictions pour eux. Maintenant, c'est vrai que pour nous, pour les personnes qui jeûnent, c'est vrai que moi, je préférais l'ambiance un peu avant où vraiment tout était fermé en journée, tout le monde devait respecter. Maintenant, ça ne me gêne pas du tout aussi que les gens puissent venir et profiter de Dubaï en haute saison pendant le ramadan. Moi, personnellement, comme tu as dit, c'est aussi une question de tolérance. Moi, je ne vais pas être vexée ou offensée que quelqu'un boive un verre d'eau devant moi. C'est pas parce qu'il boit un verre d'eau que je vais tomber dans les pas, je vais dire « Oh mon Dieu, non, il a bu un verre d'eau !» Tu vois, c'est ça aussi le ramadan, tu vois, c'est aussi pouvoir supporter cette faim et cette soif dans des conditions un peu extrêmes. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu... On va dire que c'est un petit peu moins facile aujourd'hui parce que c'est vrai que ma première année à Dubaï, voilà, quand c'est interdit pour tout le monde, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus supportable. Et ce qui est cool ici pendant le ramadan, si je compare à la France, c'est que déjà tes horaires de travail, ils sont aménagés. Tu fais 2 heures en moins par jour dans le secteur public et privé. Et ça, pour les musulmans et les non-musulmans, c'est pareil. Maintenant, dans les faits, on sait que les non-musulmans, dans les boîtes privées, ils font leurs horaires normaux. Comme tu disais aussi, moi je trouve que le ramadan c'est vraiment un moment de partage, c'est vraiment un moment où un mois où on prend le temps de se poser pour manger, pour se retrouver avec sa famille, ses amis. Et pour ça, Dubaï est incroyable parce que, tu l'as dit, tous les soirs, dans les restaurants, ils proposent tous des menus iftar, des menus suhoor. Et on accueille même les non-musulmans. Et on est content, en fait, que les non-musulmans, ils s'intéressent à nous et qu'ils veulent découvrir cette culture. Donc, non, pour toutes ces raisons, pour moi, ouais, Dubaï, c'est vraiment un super mois. C'est un de mes mois préférés dans l'année. Pour le ramadan et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, non, mais totalement, c'est super intéressant aussi d'avoir ton point de vue et ouais, l'évolution de l'ouverture d'esprit. Je pense que tu as tout à fait raison. Elle est essentiellement justifiée par le fait que Dubaï est géré comme un business. Le business model de Dubaï, il est vraiment calculé. Ils voient des fenêtres d'opportunité. Ok, Covid, tac, ok, on va faire du marketing comme ça. Et même, tu vois, je discutais avec différentes personnes qui bossent directement avec le gouvernement et qui évoquaient le fait que ils mettent en place tout un système pour que lorsque tu viens au moins une fois à Dubaï, tu aies envie de revenir, tu aies envie d'en parler, tu aies envie d'inviter des gens à venir avec toi. Et ensuite, ils savent que sur un taux, par exemple, de 1000 personnes, il y en a tant de pourcents qui vont revenir, tant de pourcents qui vont s'installer ici, tant de pourcents qui vont créer une société ici. Et tout est fait justement pour que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, si tu arrives et que directement on te donne une carte SIM gratuitement, etc., c'est pas parce que ils sont généreux. Non, c'est parce qu'ils savent que tu prends la carte SIM, tu te sens bien directement. Après, tu vas upgrader ta carte SIM. Si tu peux aussi facilement, des fois aussi, extend tes séjours, c'est pas pour rien non plus. Tout a été pensé pour ça. Il y a énormément de choses qui font ça. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que Dubaï, d'un œil extérieur, j'ai déjà mes idées, parce que moi-même je me suis posé la question étant tombé amoureux encore une fois de cette ville, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, rend la ville aussi attractive pour celles et ceux qui viennent la visiter, que ce soit des salariés, que ce soit des entrepreneurs, peu importe finalement, que ce soit quand tu viens en vacances ou que ce soit quand tu t'installes et que tu viens, voilà. Qu'est-ce qui fait selon toi que cette ville est aussi attractive et aussi appréciée de tous ?
Pour moi, vraiment, le critère numéro 1, où il n'y a aucun débat et qui fait qu'ils ont un avantage énorme sur les autres villes dans le monde, c'est la sécurité. Je pense que ça... J'étais sûre que c'était le oui, premier parce que point. en fait, c'est un besoin primaire. Enfin, tu vois, de se sentir safe là où tu vis, c'est ton premier besoin. Tu vois, dans la pyramide de Maslow, tu vois, c'est la sécurité, c'est number one. Et moi qui viens de France, tu vois, il y a un vrai problème de sécurité en France. Tu vois, surtout quand tu es une femme, le harcèlement de rue, les vols à l'arraché, enfin, toujours devoir faire attention à tes affaires, etc. Ici, en fait, ça t'enlève une charge mentale incroyable. Enfin, tu vois, le fait de me dire que je peux sortir à n'importe quelle heure, j'ai pas à me soucier de l'heure à laquelle je vais rentrer, j'ai pas à me soucier de comment je vais m'habiller pour pas qu'on me fasse des remarques, etc. Donc, je pense que ça, c'est l'avantage qu'ils ont sur toutes les autres villes dans le monde. Tu vois, si tu compares à... T'as des villes quand même qui attirent beaucoup les expats, comme Los Angeles ou New York ou Londres. Mais la sécurité là-bas, c'est juste pas possible en fait. Ouais. Non, mais c'est clair. Et encore plus, je pense, quand t'es une femme, en effet, ça doit être pesant. Mais tu sais, même quand t'es un homme, finalement, parce que même moi, je vois récemment, je vais à Paris, par exemple, ou je vais dans n'importe quelle ville dans l'Europe. Tout de suite, je dois dire, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je dois passer ici, mais est-ce que machin, ou mon sac à dos, ah non, je prends pas de sac à dos parce qu'on peut m'ouvrir le sac et me voler. Quelle montre je vais mettre parce que sinon je risque quoi? Du gaz lacrymo, de l'acide sulfurique, un coup de couteau, un flingue peut-être. Tu vois, c'est chaud quand même. Ouais. Et encore plus pour une femme. Où j'ai une anecdote qui est assez dingue. Là, c'est par rapport à un enfant. C'est un couple d'amis qui me raconte ça. Ils avaient les enfants d'une amie qui était là, enfin bref. Les enfants vont jouer dehors. Tout ce qu'il y a de plus basique, en bas de l'immeuble, un petit terrain avec de l'herbe, ils jouent au foot, etc. Et là, un des enfants rencontre un enfant qui habite ici. Donc c'était au bout de Gibière, donc face à la mer, etc. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, etc. Et puis à l'autre bout de Gibière, tu as le Rixos, qui est un grand hôtel qui était peut-être à 10 minutes à pied quand même, tu vois. Et bref, les enfants ils jouent dehors, etc., etc. Ils étaient 2 et il n'y en a que un qui remonte et l'autre ne remonte pas. Puis la maman s'inquiète, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Puis au bout d'un moment, quand même, tu t'inquiètes quand tu as fait tout le pâté de maison, que tu as appelé, que ton enfant il n'a pas de téléphone ou qu'il a un téléphone mais on ne sait pas. Et vient minuit, vient machin. Et là, elle va à la police. Elle explique la situation, etc. Et là, la police dit pas de problème. Et en quelques minutes seulement, ils sont connectés à la base de données centrale. Ils ont regardé la caméra où il y avait l'enfant. Et ils ont suivi l'enfant, caméra après caméra, mètre après mètre. Et en quelques minutes seulement, ils ont trouvé que en fait, l'enfant était... Donc même dans les bâtiments, ils ont accès aux caméras. Il avait suivi un de ses petits camarades qu'il avait rencontré en jouant au foot, que le petit camarade l'avait invité chez lui dans une suite au Rixos, qui vivait sa best life, qui mangeait un gâteau au chocolat et qui dormait dans sa chambre de son nouveau meilleur copain. Et le lendemain matin, du coup, il y a la police qui a sonné et qui a dit « Bonjour, vous avez un enfant qui n'est pas à vous chez vous, on vient le récupérer. » Et du coup, l'enfant est rentré chez lui et c'est tout, tu vois. Ouais. Et c'est des trucs, tu te dis « Waouh !» Et des exemples comme ça, mais je peux t'en citer avec des biens matériels, avec de l'argent, avec des personnes, avec des enfants. Et il n'y a que à Dubaï que tu peux entendre ce genre d'histoire, où en fait tu sais que peu importe ce qui va se passer, t'es en sécurité, t'es serein. Et c'est vrai que ça t'enlève une charge complètement dingue. Après, effectivement, on pourrait citer la météo, le cadre de vie, le réseau, l'éclecticité, les services, les activités, bien sûr, les impôts aussi. Ça, il faut aussi le citer, mais finalement, Dubaï n'est pas forcément un paradis fiscal où tu payes absolument rien. Exactement. Le coût de la vie à Dubaï est relativement cher. Justement, ça me permet de rebondir sur cette question. Le coût de la vie à Dubaï, pour toi, c'est quoi? Combien il faut à une personne? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Combien il faut pour vivre à Dubaï confortablement? Confortablement, alors déjà, on n'a pas la même notion de confortable. Donc, alors, est-ce que tu parles d'une personne célibataire? Je pense que ce sera plus simple. On va dire une personne célibataire. C'est marrant, en plus, j'étais en train de faire un nouveau reel à ce sujet. Et aussi parce que moi, j'ai j'ai fait un sondage auprès de mes abonnés. Je leur ai demandé combien ils gagnaient et combien ils épargnaient chaque mois. Ok. À Dubaï?
Ouais, okay. À Dubaï. Et j'ai fait une vidéo là-dessus justement pour pouvoir avoir des informations. Et pour moi, on va dire que à partir de 20 000 dirhams, ça devient intéressant si tu veux payer ton loyer, payer tes factures, pouvoir faire des activités, des sorties et mettre un petit peu d'argent de côté pour tes vacances. C'est vraiment à partir de 20 000 dirhams. À peu près 5 500 € à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. À peu près... là, même, je crois que l'euro est remonté. Donc là, tu divises par 4. Ouais, donc ça fait à peu près 5 000 € par mois. Pour moi, ça commence à devenir intéressant. Maintenant, si tu veux vraiment être, on va dire, à l'aise et pouvoir vraiment épargner, etc., te faire plaisir, je dirais que c'est plus entre 30 et 40 000 dirhams. Ok. Maintenant, moi, je suis aligné avec ça. Je te rejoins. J'irais même vers les 40 000 que les 20 000. Mais comme tu te dis, on a chacun effectivement sa perception. Exactement. Moi, je parle vraiment, je prends large parce que je l'ai vu chez mes abonnés, tu vois. Ouais, t'as un échantillon beaucoup plus large. Ouais, j'ai un échantillon large. Et tu sais, moi, j'ai des abonnés qui gagnent même 10 000 dirhams par mois et qui arrivent à épargner 4 000 dirhams. Ouais, donc, tu vois, en fait, ça dépend vraiment comment tu dépenses, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais 20 000 dirhams. Maintenant, il y a des gens qui vivent avec. Par contre, tu vois, quand on me demande vraiment le seuil minimum, pour moi, c'est 10 000 dirhams. En dessous de 10 000 dirhams, c'est de la survie. Ouais. C'est Koh-Lanta et... Ah, je te rejoins. Ouais. Je te rejoins effectivement. Donc, 10 000 dirhams, 2 500 €. Maintenant, tu vois, pour la plupart des gens qui nous écoutent, qui peut-être sont en France, sont peut-être même salariés en France, même si le déclic et mon audience, c'est plus des entrepreneurs, mais pour certains, peut-être, ça peut être choquant de se dire, voilà, si tu as moins de 2 500 € par mois, Koh-Lanta, la survie. C'est quoi le salaire moyen d'un expatrié français à Dubaï en général, selon justement le type de métier qu'il va faire. Donc, on sort du cadre entrepreneurial pour justement s'adresser à un plus large public qui est représenté par ici les salariés, qui permet aussi de donner une idée aux entrepreneurs qui m'écoutent de se dire, ok, si je veux donc faire venir mon équipe à Dubaï, 10 000 dirhams, c'est plus ou moins justement le minimum que je peux me permettre de leur faire gagner, que ce soit par l'activité en elle-même ou en tout cas au global pour qu'ils aient un rythme de vie décent, en tout cas confortable. Donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Après, ça dépend aussi, tu vois, de tes qualifications et de ton expérience et surtout de ton âge. Parce que quand tu regardes, les gens en général qui gagnent moins de 10 000 dirhams ou allez, on va dire entre 10 et 15 000, c'est soit des jeunes diplômés, donc qui n'ont pas beaucoup d'expérience, soit des gens en VIE, soit des personnes qui n'ont pas de qualification, tu vois, qui sont serveurs. Mais serveurs, tu vois, dans les restaurants français ici, par exemple, où tu es plus payé que dans les restaurants de mall. Donc voilà, entre 10 et 15 000 dirhams, tu vas plus retrouver les gens qui ont peu d'expérience ou pas de qualification. Mais maintenant, le salaire moyen... Enfin, vraiment, c'est pour ça que j'en avais fait une vidéo détaillée, parce que ça va vraiment dépendre de ton métier. Tu vois, par exemple, les professeurs ici, les enseignants dans les écoles françaises, ils sont payés entre 10 et 20 000 dirhams, ce qui est vraiment pas énorme, en fait, quand tu penses. Ils ont d'autres avantages, par contre. Tu vois, par exemple, je sais que pour certains, quand ils ont des enfants, l'école, elle est gratuite, etc. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais tu as quand même pas mal de métiers, tu vois, où tu peux pas espérer gagner au-dessus de 20 000 dirhams. Après, tu as des métiers, par contre, où ça se fait vraiment plaisir. Tout ce qui est IT, finance, gestion de projet, etc. Là, en moyenne, on est au-dessus de 30 000 et ça peut aller jusqu'à 60 000. Et après, dans la banque, c'est du 20 000 € par mois, etc. Donc, c'est des gros salaires. Mais tu vois, si moi, je te donne un exemple dans mon secteur, donc, qui est le marketing digital, où il y a quand même une demande assez forte, c'est assez... T'as un peu de tout, tu vois. Tu peux avoir des personnes qui peuvent gagner 15 000 dirhams pour le même métier, et t'en as qui peuvent gagner 30 000 dirhams. Ça va dépendre de la boîte, ça va dépendre de ton diplôme, ça peut dépendre de plein de choses, en fait. Tu dis que ça dépend des diplômes, des compétences, de l'ancienneté, de l'âge, mais j'ai entendu dire aussi que ça dépend dans une certaine mesure des fois des passeports. Oui, aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Fait que j'entends des fois, Dubaï, on paye au passeport. Oui et non. Okay. Alors moi, je dirais plus qu'on te paye à ton éducation. Okay. Je te donne l'exemple, je connais moi des personnes qui sont
algériennes, donc qui n'ont pas le passeport français, mais qui ont reçu une éducation dans une école française en Algérie, qui ont aussi poursuivi leurs études en France, etc. Je connais des Marocaines aussi, enfin des Marocains, voilà, qui n'ont pas le passeport français, mais par contre qui ont des salaires à plus de 10-15 000 euros par mois, parce qu'ils ont été dans des bonnes écoles, parce qu'ils ont l'éducation et parce qu'ils ont l'expérience. Donc, je pense que là où tu vas vraiment être... où on va vraiment te proposer des salaires bas, c'est si tu n'as pas de qualification, en fait, si tu n'as pas de diplôme. Parce que, je sais pas, mais tu vois, je te donne un exemple. Si tu viens pareil du Gabon, tu vois, et d'un pays d'Afrique, on va... automatiquement, tu vas dire oui, parce qu'il a un passeport gabonais, il va pas gagner beaucoup. En fait, non. Si vraiment il a reçu une bonne éducation, qu'il a de l'expérience, etc., qu'il parle plusieurs langues, il aura le salaire qui va avec. Ceux à qui on propose des salaires bas, c'est ceux qui ont pas de qualification, pas d'expérience. Et c'est vrai que malheureusement, parfois, le passeport et ton éducation, c'est corrélé, tu vois, parce que forcément, dans des pays comme d'Afrique ou d'Afrique du Nord, tu as beaucoup moins... Enfin, si tu viens pas d'une famille aisée, ben déjà, t'as pas les mêmes chances et les mêmes opportunités. Ouais, complètement. Et justement, on parle un petit peu de l'employabilité, finalement. Toi qui as d'abord trouvé ce premier job, mauvaise expérience, puis après tu as galéré à trouver ton second job, puis après tu l'as quitté pour te lancer à ton compte, etc. On parlera aussi de ton activité aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est peut-être encore en France et qui voudrait s'installer à Dubaï, ou quelqu'un qui est ici à Dubaï, qui galère vraiment à trouver justement un job, pour trouver... j'irais même pas jusqu'à dire son job de rêve, mais déjà un job qui lui permette de s'épanouir, d'être reconnu à sa juste valeur par rapport à ses compétences, son expérience, etc. et trouver quelque chose de décent tel qu'on l'a cité ici. C'est quoi tes best advice par rapport à ça? Bah déjà, pour les personnes en France, c'est vraiment de se préparer au maximum et d'évaluer si leur projet il est faisable et viable sur le long terme. Ça, c'est la première chose, parce que combien de familles je vois qui viennent s'installer ici, qui vendent tout en France et qui malheureusement n'ont pas les profils en fait pour vivre ici. Tu vois, tu as des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie en France. Tu vois, je te donne l'exemple d'une infirmière libérale qui peut gagner jusqu'à 10 000 euros en France, ce qui est quand même un super salaire quand tu vis en France. Mais ici, à Dubaï, elle gagnera quoi, même pas 500 euros. Déjà, infirmière libérale, ça n'existe pas. Tu bosses dans les hôpitaux, etc. Et les salaires pour les infirmières, ils sont ridicules. Donc, tu vois, elle, pour un profil quand même, ce serait une downgrade. Et donc, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Donc, c'est pour ça que je dis toujours... faites des recherches sur le coût de la vie, sur combien il vous faut pour vivre ici. C'est un excellent exemple que tu donnes là, ouais. Tu vois, par exemple, pour moi, si tu es entrepreneur et que tu gagnes, par exemple, 5 000 euros en France, il faut que tu fasses le double ici. Si tu veux top grade et avoir parce qu'on vient pour une meilleure qualité de vie, tu viens pas pour moins bien. Ici, il n'y a pas d'aide, c'est pas comme la France, etc. Donc, voilà. Moi, mon premier conseil, c'est de leur dire, si vous venez de la France, évaluez votre projet. Et si vous êtes entrepreneur ou si voilà, vous êtes employé, il faut faire x2 minimum. Sinon, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, tu vas te downgrade. Puis le risque est trop grand. Ouais. Okay. Surtout si tu as des enfants, etc., ça vaut pas le coup. L'école ici est très chère. Hein. Mais oui, c'est minimum 10 000 euros par an. Donc, tu t'imagines, tu as 3 enfants, ça fait déjà 30 000 euros à sortir. Ouais. Et si tu es entrepreneur, ça veut dire aussi qu'il faut que tu payes une assurance en plus, etc. Enfin, et puis, il faut les entertain, tu vois, il faut leur payer des activités, etc. Donc, en fait, pour moi, ça ne sert à rien de venir pour moins bien. C'est-à-dire que, voilà, si tu gagnes 3 000 euros en France et qu'on t'en propose 2 000 ici, ne viens pas, vraiment. Reste en France, tu seras mieux là-bas. Et pour les personnes ici qui galèrent, moi, je pense qu'il faut se donner une deadline. Tu vois, 3 mois, c'est pas assez. Pour moi, c'est 1 an minimum. Tu vois, genre moi, ça m'a pris 7 mois pour retrouver un travail. Ça m'a aussi pris du temps pour trouver ma voie. Et c'est aussi dans l'adversité que, tu vois, tu vas vraiment hustle. Et c'est là où les idées, elles vont venir. Parce que moi, c'est quand j'étais au plus bas et que je me sentais vraiment nulle que j'ai eu l'idée, en fait, de faire une chaîne YouTube. Donc, il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc, et des expériences négatives, on peut toujours en sortir quelque chose de positif. Donc,
aux personnes qui galèrent ici, de 1, il faut venir avec assez d'économies. Pour moi, il faut pouvoir tenir, grand minimum 6 mois. Si tu viens pour trouver un emploi ou si tu viens pour créer une entreprise avec un projet qui est un peu plus long terme, il faut prévoir 6 mois à 1 an d'économie pour pouvoir gérer les galères, gérer le fait que tu n'auras pas de rentrée d'argent. Et voilà, après... rien n'arrive par hasard. Pour moi, si tu passes par là, c'est que tu dois passer par là parce qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur qui t'attend. Ce sera peut-être pas forcément Dubaï. Peut-être que Dubaï, c'était juste un passage pour toi et puis tu auras d'autres opportunités ailleurs. Mais voilà. Donc, mes 2 conseils, c'est de venir bien préparé et le deuxième, de se laisser le temps. Ouais, de se laisser le temps de venir avec des économies. Ouais, donc 6 à 12 mois d'économie, tu vois, ça fait tout de suite entre... C'est beaucoup, hein. 10, 12, 15 000 à 30 000 euros minimum d'économies à avoir sur le côté, parce que c'est d'économies pour vivre un train de vie normal à Dubaï, avec ce qu'on a évoqué, plus ou moins 10 000 dirhams, donc 2005 x 12. On fait le calcul, c'est tout de suite 30 000 euros. Ok, super intéressant. Maintenant, du coup, tu parlais de ta chaîne YouTube, j'ai mis du temps à trouver ma voie. Explique-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi tes projets, ton entreprise? En plus, j'ai vu récemment, on a dû déplacer l'enregistrement du podcast parce que tu avais un rendez-vous important pour le lancement de ta marque. Si tu veux en parler aussi, ça peut être top. Et comme ça, on verra, tu as vraiment fait tout ce parcours. Et ça qui est intéressant avec toi, c'est que tu es arrivé à Dubaï. J'ai tout connu. Tu as tout connu, tu vois. Tu as tout connu, tu as tout vu. Tu as vu aussi des gens qui ont tout connu. Tu as vu des gens qui sont venus, qui ont réussi, d'autres qui sont venus, qui ont échoué, d'autres qui sont venus, qui ont réussi, qui sont repartis, qui sont revenus. Incroyable. Et toi, tu es arrivé, tac, tu as galéré, tu étais salarié, après non, tu as lancé ta boîte. Tu as plein de choses. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir justement l'évolution et où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc, moi, je suis arrivée à Dubaï, j'étais employée. Donc, j'avais un salaire qui tombait chaque mois. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais toujours employée, mais j'étais un peu plus flexible, tu vois. Donc, ce qui me permettait de développer ma chaîne YouTube. Et il y a eu le Covid en 2019 qui est arrivé. Et juste avant le Covid, j'avais justement décidé de me lancer à 100% à mon compte en faisant du consulting. Okay. Donc j'avais ma chaîne YouTube, je commençais à avoir un petit peu des partenariats, la monétisation YouTube. C'était clairement pas suffisant pour pouvoir payer mes factures. Et j'étais de plus en plus sollicitée sur Internet par les gens qui me disaient « Ah, mais tu es dans le marketing digital, est-ce que tu fais du consulting, est-ce que tu vends des services, etc. » Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vendre mes services en consulting, en marketing digital. Donc, juste avant le Covid, avec ma sœur. Donc, ma sœur a décidé aussi à ce moment-là de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle avait un site e-commerce dans la beauté. Et du coup, on a créé notre société à 2, donc société en free zone, où moi, je pouvais être consultante et elle pouvait avoir ses activités e-commerce. Donc, j'ai fait, donc pendant à peu près 2 ans, donc voilà, j'étais consultante en marketing digital et créatrice de contenu. Il y a eu le Covid, donc c'était une réelle opportunité pour moi parce que y a vraiment 2 secteurs qui n'ont pas chômé pendant le Covid, c'est les sites e-commerce et les créateurs de contenu. Donc en fait, c'était vraiment une belle opportunité pour moi de me développer là-dedans. Et aussi, j'ai eu l'idée d'écrire un guide numérique, justement pour aider les gens qui veulent s'expatrier ici. Parce que même si j'avais une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube, je continuais à recevoir tous les jours les mêmes questions. Quel est le coût de la vie? Quel est le salaire? Comment trouver un travail? Et en fait, les gens, ils ont juste la flemme de regarder toutes tes vidéos. Donc, je me suis dit, je vais écrire un guide. Voilà, comme ça, ils auront toutes les réponses à leurs questions. T'envoies le lien à chaque fois, ils peuvent lire. Exactement, voilà. Et toi, ça te fait des emails en plus? Exactement. Et le guide est payant aussi. Donc en plus, ça me fait de l'argent. Oui, c'est un guide payant, que j'ai mis 6 mois à développer. Un guide solide donc. Ouais, non, c'est un guide. Tu l'as pas? Attends, faut que je te l'envoie. C'est vrai que j'aurais dû te l'envoyer avant ce podcast. Et du coup, voilà, donc pendant 2 ans, donc mes revenus, c'était le consulting, ma chaîne YouTube et le guide numérique. Arrive l'année 2022. Par curiosité, je ne sais pas quel est le prix du guide numérique, mais combien t'en as vendu, plus ou moins en termes de chiffres, que ça donne aussi une idée de nombre de gens qui s'intéressent vraiment à Dubaï au point justement d'aller chercher ce type j'en ai vendu des milliers. Incroyable. Ouais, non, vraiment. Déjà,
Bon, à l'époque, on va dire, j'avais, je pense, 70 000 ou 75 000 abonnés. Ouais. Je suis aussi très suivie sur Instagram. Le guide, donc il y avait la version papier, c'était 24,95 €, mais j'avais toujours un petit code de réduction de 5 €. Et la version numérique à 14,95 €. Ok. Donc, ouais, ton intention, ton but, c'était vraiment de créer un truc de qualité, le rendre le plus abordable possible et accessible du coup à la masse, à un maximum de gens. C'est ça. Ouais, pour qu'ils puissent avoir les bonnes informations. Et j'ai vraiment fait, et vraiment j'ai fait un truc super quali. J'ai investi aussi là-dedans parce que je l'ai fait sans maison d'édition. Donc il a fallu que je trouve les graphistes, les imprimeurs, les machins et tout. Donc ça a été un gros travail, mais vraiment, en fait, pour moi, donc c'est clair, je suis pas devenue millionnaire parce que j'ai vendu un guide, mais ça a confirmé ma légitimité sur le secteur de l'expatriation à Dubaï. Okay. C'est surtout ça, c'est en termes d'image. Tu vois, et grâce à ça, même j'ai été interviewée à la télé, dans de la presse, etc. Donc ouais, c'est... Ouais, tu deviens aux yeux des gens l'experte de l'expatriation à Dubaï. Exactement. La raison même pour laquelle aussi je t'ai invité, entre autres, sur le podcast, pour ne prendre que cet exemple. Tu vois. Donc c'est sûr que, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est ça. Donc voilà, il faut juste pas penser que tu vas devenir millionnaire, que des guides, tu vas en vendre 10 000 par jour, c'est pas ça. Mais tu le fais aussi pour l'image et pour la légitimité dans ton domaine. Donc voilà, donc mes revenus provenaient, comme je disais, donc consulting, création de contenu et le guide. Et arrive le début d'année 2022. Et là, j'ai une grosse remise en question. Tu vois, j'ai le down, parce que tu sais, je viens de sortir mon guide et tout, il y avait l'euphorie, j'avais fait un bel event à Dubaï, etc. Non, c'était vraiment, on avait fait un gros truc. Je crois que je me souviens de cet événement, j'avais vu dans tes stories, parce que je te suivais avant de venir à Dubaï, et je crois que j'avais vu, où Salim était présent, il me semble. Oui. Ouais, effectivement. Ouais. Donc je vois la période. Je commençais à me dire, c'était fin 2021. Ouais. Bah, c'est au moment, je crois, où je déménageais sur Dubaï officiellement. J'avais fait pendant 3-4 ans, on va dire, pas mal d'allers-retours, etc. Et je suis arrivé officiellement décembre 2021. Donc, ouais, je me souviens de cette période. Donc, arrive début 2022 et je suis là, grosse remise en question. Franchement, faire du consulting, ça commence à me saouler. En fait, au final, tu vois, consulting, t'es pas vraiment à ton compte. Hein. T'as des clients, t'as des deadlines, tu dois rendre des comptes. La création de contenu, c'est cool, j'adore ça, ça me fait vibrer, mais c'est pas suffisant pour payer. Je dirais pas ne pas payer mes factures, mais plus pour le lifestyle que je veux vraiment. Ok, j'ai l'indépendance financière, mais voilà, moi j'ai envie d'acheter à Dubaï, j'ai envie, un jour d'avoir des enfants, donc voilà, il faut que je commence à prévoir et à générer plus de revenus. Et je me rends compte que ça, c'est pas suffisant. Et le consulting, j'ai pas envie d'avoir une agence, de gérer des salariés dans ce domaine. Et en fait, la grosse remise en question, j'ai la flemme de bosser et je vois qu'en fait, ce que je fais, ça me passionne plus. Et du coup, quand c'est comme ça, tu vois, je prends du temps pour moi, je réfléchis, etc. Et en fait, moi, depuis le début, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est être entrepreneur. C'est de pouvoir créer une marque. J'ai toujours été passionnée de marketing. J'ai toujours voulu avoir ma marque avec mes produits, avec ma vision. Créer une marque durable et pérenne, ça a toujours été un de mes objectifs dans la vie. Mais je savais pas une marque de quoi. Et ma sœur, elle a ce même objectif, c'est de créer une marque. Donc on s'est dit, faisons un truc à deux. Lançons-nous à deux. Ma sœur qui est déjà entrepreneur, qui a déjà des sites e-commerce, moi qui ai déjà aussi une audience, une petite expérience. On s'est dit, si on s'allie à deux, voilà, ça peut vraiment, on ferait une super équipe. Donc on commence à brainstormer, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On évoque les vêtements, les cosmétiques, etc. Mais il n'y a aucune idée. On se dit, tu vois, c'est du déjà vu, c'est des trucs, on se dit, c'est pas ouf. Et puis, il se passe quelques semaines, etc. Et puis, un jour, on discute et elle me dit, mais en fait, c'est ça qu'on devrait faire. Là, je lui dis, mais en fait, t'as raison. En fait, c'était devant nous depuis le début. Donc, malheureusement, je ne peux pas encore te dire de quoi il s'agit exactement. Je peux te donner des petites infos. Donc, c'est un produit de cosmétiques naturels
qui peut s'utiliser pour la peau et les cheveux, qui est organique, enfin biologique en français, vegan et 100% naturel. C'est un produit qu'on utilise, ma sœur et moi, depuis 3 ans maintenant. Je l'utilise aussi bien pour ma peau que pour mes cheveux. Et c'est un produit qui est très, très difficile à trouver. Et donc, on a décidé de commercialiser ce produit. Donc là, en fait, notre site, il est prêt. On attend juste que notre fournisseur, qui nous fait vraiment galérer, finisse de finir la production. Qui termine la production pour qu'on puisse lancer. Parce que si tu veux, mon site, il est prêt, je pourrais lancer là, mais je peux pas... tu peux pas lancer, ne pas livrer... Exactement. Tu sais, il y a plein de gens sans scrupules qui le feraient des préventes juste pour faire rentrer de l'argent dans la caisse. Mais moi, c'est pas mon éthique, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, je préfère que les gens attendent pour pouvoir garantir un délai de livraison, parce que je ne peux pas aujourd'hui. Donc, normalement... Tu livreras... uniquement à Dubaï ou partout en Europe? Alors, on est obligé de commencer par Dubaï uniquement parce que pour la France, en fait, il faut plus de certification. Il faut te faire valider par l'Europe, etc., par l'Union européenne, et ça prend plus de temps. D'accord. Donc, ce sera d'abord Dubaï, et le Middle East. Ouais. Donc, tu vois, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. Et ensuite, on s'attaquera au marché français. Et ce sera dans quelques semaines. Dans quelques semaines, ok. Et là, tu vois, depuis, j'ai vraiment retrouvé la passion de créer. Ouais, puis finalement, tu capitalises sur des compétences que tu as acquises exactement. Sur toutes ces années. Que ce Même soit le réseau, grâce au réseau que j'ai à Dubaï, ça a été, on a été beaucoup plus vite, on savait avec qui bosser, etc. Donc, on a divisé aussi. Tu sais, quand tu connais le secteur et tu as l'habitude de travailler avec les gens du milieu, tu sais quel est le coût réel d'un service ou tu vois, d'un shooting photo, par exemple. On a reçu des quotations, des devis. Je suis désolée, je fais beaucoup de franglais, mais on a reçu des devis, tu vois, d'agences pour un photoshoot qui nous demandaient 25 000, 30 000 euros. Alors qu'on a réussi à le faire pour 5 000 euros et on a fait 100 fois mieux que ce qu'ils auraient pu nous délivrer. Donc en fait, quand tu es déjà dans le milieu, quand voilà, tu sais hustle, tu sais te débrouiller, etc. Tu réduis les coûts et tu avances beaucoup plus vite. Ouais, c'est intéressant cette histoire de... déjà, félicitations pour le parcours. Merci. Et merci pour la clarté. Puis on a hâte de voir la marque. De toute façon, il y aura comme à chaque fois les liens de tes réseaux, etc. sous l'épisode pour que les gens puissent te retrouver, que ce soit en épisode audio ou vidéo. Et ils regarderont d'ici quelques semaines les stories pour aller... acheter ça pour ceux qui sont dans les Émirats et autres. Mais c'est intéressant cette histoire de différence de prix, tu vois, c'est vrai. À Dubaï, autant tu peux avoir trouvé des choses extraordinaires pour très peu cher, autant tu peux trouver des choses qui sont extraordinaires parce que le service, quand même, la qualité de service en général est bien, mais même peut-être moins bien que certains trucs qui sont 5 fois, 10 fois moins chers. Selon toi, c'est dû à quoi? Parce que moi, tu vois, je réfléchissais à ça et je me disais, mais c'est dû aussi un peu à l'opportunisme de certaines personnes où ils se disent, on est à Dubaï, les gens ici ont plein d'argent, ils sont tous là pour faire du cash, nous aussi, et autres. Et récemment encore, tu vois, là, pour le 19 avril, je cherche un studio de photo, un photographe sympa, etc. Vraiment un truc basique, un studio photo blanc, photographe juste 5 photos dans 2 tenues différents pour moi et 5 collaborateurs, c'est tout. Et j'ai autant reçu des devis à 3 000 euros, d'autres à 1 500 dirhams. Donc, tu vois, la différence, elle est x6, même plus que x6 différence. Donc, tu vois, ces trucs, selon toi, c'est dû à quoi? Alors, comme tu as dit, je pense qu'il y a de l'opportunisme. Ça, c'est de penser que tout le monde est blindé à Dubaï et qu'on jette l'argent par les fenêtres aussi. Ça, c'est un grand cliché. Et il y a ça. Mais surtout qu'en fait, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça le problème à Dubaï. C'est que payer cher ne te garantit même pas d'avoir une prestation de qualité. Ça, c'est le gros problème à Dubaï. Moi, je trouve que ce qui est difficile à Dubaï, et même aussi partout aujourd'hui, c'est de trouver des professionnels, mais vraiment et qui savent te délivrer de la qualité. En fait, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se déclarent experts. Tu vois, genre, je suis expert en Google Ads, je suis expert en création de contenu, parce qu'ils ont suivi une formation en ligne, qu'ils ont payé 200 euros. Alors que non, ils n'ont pas en fait du tout les compétences, etc. Et je pense que aussi, c'est un problème peut-être de culture parfois et de nationalité. On n'a pas les mêmes standards. Tu vois, c'est par exemple un photographe indien, il va pas avoir le même œil qu'un photographe français. On n'aime pas les mêmes choses. Tu vois, nous,
Enfin, moi, tu vois, par exemple, mon style de photo, j'ai fait un photoshoot aussi pour notre marque. On a pris une photographe française parce qu'on voulait quelqu'un qui a l'œil, on voulait quelque chose d'assez minimaliste, on voulait pas trop de retouches, etc. Et je connais des photographes indiens avec qui j'ai déjà bossé, mais je trouve que c'est pas mon style, tu vois. Ça va être hyper bright, très retouché, photoshopé, tu vois. Donc, je pense que c'est difficile, c'est vraiment difficile de trouver de bons professionnels à Dubaï. Et ce qui rend ça difficile, c'est qu'on vient tous de milieux culturels différents. Donc, on n'a pas les mêmes standards, on n'a pas les mêmes demandes, etc. On ne s'attend pas à recevoir les mêmes choses. Et c'est ça qui rend les choses vraiment compliquées. Ouais, c'est super intéressant. Je te pose aussi une question qui est plus maintenant orientée aussi business. Tu disais, grâce au réseau, grâce au contact, ça permet de faciliter les choses, ça permet de bypass certaines choses, d'accélérer certains process. Et là-dessus, je te rejoins à 100%. Une question que beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent ici ou même qui viennent ici en vacances me posent, c'est comment justement développer mon réseau. Comment faire pour avoir accès au networking, comment faire pour avoir accès au business club si il y en a en particulier, enfin je sais qu'il y en a à Dubaï, comment faire pour avoir accès aux after-work intéressants, comment faire pour contacter les bonnes personnes aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup... il y a des bonnes personnes et des moins bonnes personnes. Moi, une des premières choses qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Dubaï, je me souviens, c'était mon coach de sport qui me disait ça. Il me disait, à Dubaï, tu verras, tu peux faire confiance à personne. C'est la règle numéro 1. Quand tu rencontres quelqu'un, ne lui fais pas confiance. Tous, soit c'est des escrocs, soit ils sont là pour profiter, etc. Bon, en partie, il avait raison, mais voilà, faut faire attention, mais tu peux aussi faire confiance à certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est pas comme partout et il faut être vigilant sur certains sujets. Mais justement, comment on fait lorsqu'on arrive et qu'on n'a quasi aucun contact, aucun réseau, ou que on n'a pas comme toi, quand tu es arrivé un membre de ta famille qui est déjà installé et autres, tu viens vraiment seul avec tes bagages pour te constituer un petit network autour de toi? Alors moi, je pense qu'il faut déjà faire... Je suis d'accord avec le fait que quand tu arrives, il faut faire confiance à personne parce que vraiment, il y a énormément d'arnaques à Dubaï. Surtout depuis le Covid. Le nombre d'arnaques ici, c'est assez incroyable. Moi, j'ai plein de gens dans... On va en parler de ça parce que moi, j'ai rarement eu le cas... J'en ai vu 2-3 des mecs qui te promettent monts et merveilles, d'autres qui ont escroqué des dizaines de personnes en France, qui continuent ici à Dubaï et malgré ça, ils sont toujours pas au cachot, au goulag, je sais pas où, enterrés au milieu du désert. Mais j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai jamais vraiment été victime fondamentalement de ça. Peut-être parce que je me fais pas avoir ou je sais pas. Mais ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience de ça si tu as 2-3 anecdotes pour mettre de la conscience sur ça aux gens et de la vigilance sur ça. Mais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais oui, franchement, les arnaques ici, il faut faire hyper attention. Surtout quand on vient, on est vulnérable. Ouais. Et du coup, on est une proie facile pour ces scammers. Donc déjà... moi, je connais des personnes qui se sont fait arnaquer parce qu'ils pensaient qu'ils allaient s'associer sur un business. Ils ont bien sûr rien signé. C'était un business de voiture, etc. Le mec est venu, leur a promis monts et merveilles. Et ils lui ont donné 50 000 euros. Ils n'ont rien signé. Et après, bien sûr, le mec s'est volatilisé avec les 50 000 euros. Il peut y avoir aussi des arnaques sur les voitures. Il y a beaucoup d'arnaques sur les voitures. Tu penses acheter une voiture en bon état et puis au bout de 3 mois, elle te lâche. Les appels téléphoniques, t'en as reçu ou pas? Pas vraiment. Alors, prépare-toi un jour si tu en reçois. Alors ça, c'est le truc où les gens se font le plus avoir, j'ai l'impression. Donc en fait, on t'appelle d'un numéro de portable en plus. Et soit ils se font passer pour la banque, soit ils se font passer pour la police, le CID, ou soit parfois aussi le gouvernement. Donc on te prétexte qu'il faut que tu renouvelles ton ID ou que ta carte bleue elle est bloquée et voilà, on t'appelle pour te demander de la débloquer, on te demande ton code, tu reçois un code sur ton portable et ils te demandent de donner le code. Et en fait, c'est parce qu'ils sont en train d'essayer d'accéder à tes comptes. Parce que eux, ils ont, en fait, t'as des gens malhonnêtes, malheureusement, dans les banques, etc., qui revendent les informations personnelles. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à t'arnaquer. Ils te disent, oui, on a accès à votre compte en banque, votre carte et votre passeport, c'est bien tel numéro. Donc, en fait, toi, t'y crois, tu dis, putain, mais non, c'est vraiment la banque. Oui, si vous ne débloquez pas, voilà, il va se passer ci, ça. Ils te font hyper peur. Et psychologiquement, ils te mettent vraiment la pression. Moi, j'ai déjà eu un mec comme ça, qui m'a fait le coup et j'ai tout de suite raccroché quand j'ai vu, parce qu'il a commencé à s'énerver quand j'ai dit non mais je vais appeler ma banque pour vérifier, c'est bizarre, ma carte elle est pas bloquée.
Et bref, et comme ça, ils peuvent te voler des dizaines de milliers d'euros. Donc déjà, vraiment, les appels téléphoniques, je pense que c'est une des arnaques les plus courantes. Donc si on vous appelle, que ce soit la banque, police ou gouvernement, ils vous appellent. Et en fait, ils t'appelleront jamais, tu vois. Surtout pas d'un numéro de portable. Donc ça, il faut raccrocher parce que sinon, ils te volent tes informations bancaires et ils te volent de l'argent. J'ai bien fait de te poser cette question. Parce tu connaissais pas? Ah non, pas du tout. Eh ben, ouais, donc fais attention. Ouais. Tu vois, genre ma sœur, elle, ça fait 10 ans qu'elle est là. Des appels comme ça, elle en reçoit 1 fois par semaine. Waouh. Ouais. Après, moi, je suis toujours en ne pas déranger, je réponds à personne. Ouais. Donc, peut-être que j'en ai reçu plein, parce que moi, j'ai peut-être 400 appels, mais je réponds à personne et je pars du principe que si c'est important et si c'est quelqu'un que j'ai envie d'avoir, on m'écrit un message. Mais donc, peut-être que j'en ai reçu plein. Mais c'est une de mes règles. Moi, ça fait 4 ans que j'ai pas de notification sur mon téléphone et 5 ans que je vis en ne pas déranger. Donc voilà. Tu vis la belle vie. Exactement. c'est mon rythme de vie. Ouais. Mais ouais. Donc, ok. Non, vraiment, ça, il faut faire attention. Et puis, bien sûr, après, quand vous voulez vous associer avec quelqu'un, il faut toujours avocat, les papiers, il faut se back-up. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui sont naïfs. En fait, et ça, c'est le paradoxe, parce qu'on pense que Dubaï, c'est safe. Il va rien nous arriver. Mais alors que non, les loups, ils sont là, les scammers, ils sont là. Ouais. Et justement, ils profitent de ça, de notre naïveté quand on vient ici, pour nous arnaquer. Donc, faut vraiment faire hyper attention. Moi, je peux pas, en fait, tu peux pas savoir si quelqu'un va t'arnaquer ou pas. Et tu peux pas... mais je pense que ce qui est important, c'est, pour éviter ce genre de trucs, c'est de travailler avec des personnes qui ont été recommandées par ton réseau. Moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Je travaille uniquement avec des personnes qui m'ont été recommandées ou qui sont des personnes publiques, tu vois, genre vraiment des personnes qui sont très suivies sur Instagram, etc. S'ils m'arnaquent, tu vois, moi, si je les affiche, ça va vraiment leur coûter. Donc, vraiment toujours travailler avec des gens qui ont été recommandés. Se renseigner, tu sais, il y a aussi plein de groupes de Français sur Facebook, tu sais, les groupes francophones Facebook. Ouais. Ça, c'est facile aussi de se renseigner sur une entreprise. Tu mets le nom de l'entreprise, tu demandes à la communauté s'ils la connaissent et tu vas vite savoir s'ils sont sérieux ou pas. Donc vraiment, avant de faire des affaires, avant d'envoyer de l'argent, aussi dans la création d'entreprise, tu vois, tu as des gens qui se volatilisent avec l'argent, qui promettent de te créer ta société en free zone. Tu envoies l'argent, tu vas envoyer, je sais pas, 7-8 000 euros, et la personne, elle se volatilise. Et le problème, c'est que tu n'as pas de recours après. Et surtout aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux porter plainte ici, ça s'appelle ouvrir un case, voilà, c'est payant. Ça coûte, je crois, en moyenne 15 ou 20 000 dirhams. Ah ouais? Ouais, c'est payant d'ouvrir un case. Pas ça. Ouais, c'est pas gratuit. Donc, si tu veux porter plainte contre quelqu'un, tu sais que tu vas devoir payer l'avocat. Bah, c'est ce qui est arrivé à une copine. Elle s'est fait arnaquer 30 000 euros pour une histoire de travaux. Et du coup, elle s'est dit, je vais pas ouvrir un case parce qu'elle va devoir payer l'avocat, elle va devoir payer la procédure. Et du coup, elle voulait pas, elle voulait ouvrir son salon le plus vite possible, donc elle a préféré lâcher l'affaire. Mais voilà, il faut faire attention et vraiment, je conseille aux gens qui viennent ici de travailler uniquement avec des personnes qui ont été recommandées. Toujours regarder les avis. Voilà, si vous voyez qu'il n'y a pas d'avis sur l'entreprise, sur Internet, vraiment, si vous voyez que le compte, c'est des fake abonnés, faut faire hyper attention. Ouais, j'ai vraiment bien fait de te poser cette question parce que, alors, je sais pas si j'ai de la chance ou je suis insouciant ou on n'ose pas m'arnaquer ou je sais pas, mais j'ai jamais vraiment eu écho de ça. Moi, c'était plus des arnaques, des trucs d'investissement ou des scammers avec des crypto, NFT, fausses montres, investis là, je te fais x2, x3, x10, ou des mecs qui ont fait investir dans des e-commerce ou dans des machins et qui ont escroqué énormément de gens, tous les infopreneurs, puis après tous les influenceurs à Dubaï, etc. Donc ouais, c'est assez dingue. Merci d'avoir partagé ça, parce que ça peut en aider et en sauver aussi plus d'un, plus d'une. Un autre sujet, c'est les influenceurs à Dubaï. Ça a donné une... Et justement, tu vois, inconsciemment, même moi, j'aime pas quand on m'appelle influenceur. Pourtant, indirectement, c'est ce que je suis devenu par la force des choses. Tu m'as corrigé quand tout à l'heure je t'ai dit comment on te présente et tout, créatrice de contenu par influenceur. Je pense que c'est un petit peu aussi pour la même raison que moi, c'est que ça a eu un peu une mauvaise image aussi, ce terme influenceur. Les influenceurs à Dubaï, on a vu
tout et son contraire. On a vu le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, on en voit aussi beaucoup qui ont tout perdu, qui sont rentrés en France, qui ont vécu un lifestyle et un rythme de vie au-dessus de leurs moyens ou dans leurs moyens. Mais sauf que quand tu passes de gagner 50 000, 100 000 euros par mois à gagner 0 euros ou très peu par mois, il y a des choses qui changent et qui doivent changer. Tu changes ta Lambo contre une Twingo par exemple ou des choses comme ça, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre eux. Ça a donné une mauvaise image. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ça, de l'image que ça a pu donner de cette situation, toi qui as vécu vraiment l'ascension et aussi la descente aux enfers de certains, et puis les leçons qu'il y a derrière? Alors moi, si tu veux, j'ai jamais rien eu contre eux, tu vois. J'ai même fait une vidéo pour expliquer pourquoi ils venaient ici, parce que tout le monde se posait la question. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer. Bon, ils venaient ici comme les mêmes raisons que nous. Hein. Tu viens ici pour la sécurité, le climat, etc. Tout simplement, en fait, il ne faut pas aller chercher très loin. Ils ont toutes les raisons du monde de venir ici. Moi, exactement. Je les rejoins à 100%. Et surtout, tu vois, en France, y a vraiment un tabou sur l'argent, gagner de l'argent. C'est triste, hein. C'est aussi vrai que ça n'est triste pour moi. Ouais, t'as pas droit en fait, t'as pas droit de gagner de l'argent. Maintenant, voilà, comment eux, ils ont gagné leur argent, ça, moi, je ne cautionne pas. Tu vois, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est mensonge, voilà, pour pouvoir vendre, etc. Enfin, pour moi, quand t'es influenceur, t'as une éthique et tu dois avoir une éthique et tu dois... t'as des responsabilités envers ta communauté. Donc, leur mentir pour toi t'enrichir, en fait, ça va ne durer qu'un temps, parce qu'on va vite se rendre compte à un moment donné que tu as menti et que tu as arnaqué. Donc, ce qui est dommage pour eux, c'est qu'ils ont eu une vision court terme. Ils ont pensé que ça allait durer toute leur vie, en fait. Je pense qu'ils ont pensé naïvement et bêtement que les placements produits, ça allait être rentable éternellement pour eux, alors que non, en fait. À un moment, quand tu arnaques les gens, et que tu n'en arnaques pas un, mais tu arnaques toute ta communauté, et que tu fais ça x100 avec tous les autres influenceurs, forcément, ça se retourne contre toi. C'est ce qui s'est passé avec Booba quand il a commencé à les dénoncer. Puis il y a plein de comptes qui ont commencé à les dénoncer. Donc... ce qu'ils ont fait, non, en termes d'éthique et moralement parlant, c'est inacceptable. Et ils le payent aujourd'hui, comme tu as dit, ils sont plus du tout rentables. Donc, déjà, le dropshipping, je pense, est mort. La plupart des e-commerçants qui avaient des marques un peu de dropshipping, tu vois qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce qu'encore une fois, eux, ils ont une vision long terme. Quand tu développes une marque, il faut avoir une vision... ils ont une vision court terme, pardon. Quand tu développes une marque, je suis désolée parce que j'ai pas bu, du coup, je bégaye. J'ai super soif. Mais quand tu développes une marque, il faut avoir une vision long terme. Ouais. Ces gens-là, malheureusement, ils ont pensé argent, ils ont pensé court terme, ils ont fait des arnaques. Franchement, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Bon, à la limite, le dropshipping, etc., je veux bien qu'il y en ait qui pensaient que c'était juste des... Ok, mais les trucs de trading, les trucs de NFT, là, ça allait loin. Les trucs de loterie aussi, on te promettait un iPhone, une pochette surprise. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs assez graves, je trouve. Ils auraient dû même être condamnés, pour moi, pour ces arnaques. C'est aussi pour ça qu'ils ont proposé, je ne sais pas si tu as entendu parler en France, d'un nouveau projet de loi pour mieux encadrer justement... Je regarde Hugo Décrypte tous les matins. Pour justement mieux encadrer. Maintenant, ils vivent à Dubaï, donc ce n'est pas vraiment applicable pour eux aussi. Ouais. Si voilà, ils décident vraiment de la jouer dirty, ils peuvent dire non, mais en fait, nous, on est à Dubaï, on fait ce qu'on veut. Donc, les leçons, je pense qu'on peut en tirer. Avant les leçons, je reviens sur le côté on est à Dubaï, on fait ce qu'on veut. Il y a quand même certains influenceurs qui ont vraiment fait du sale. La France est venue les chercher. La France est venue les chercher et certains même sont aujourd'hui condamnés. Ouais. Et donc, je pense que... Parce qu'ils n'étaient pas en France. En fait, tu sais pourquoi ? Parce que leur audience, elle est en France. Je pense que c'est pour ça aussi. Mais la plupart, c'est le cas. Ouais, c'est ça. La plupart, c'est le cas et ça, c'est une réalité. Donc, je pense même qu'il y a des... Il y a des condamnations qui ne sont pas encore tombées, il y a des prises de conscience qui se font. C'est pour ça que certains font aussi un peu les morts. Ouais. Donc ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé sur les leçons. Non, mais les leçons, tout simplement, c'est qu'il faut toujours penser long terme. Pensez pas court terme. Tu vois, moi, par exemple, des opportunités pour me faire beaucoup d'argent, mais genre énormément d'argent, j'en ai eu dans l'immobilier. Pareil, on m'a proposé NFT, etc. Mais ça voulait dire...
flouer ma communauté, en fait. Et ça, c'est hors de question. Comme j'ai dit, tu as des responsabilités, c'est ta communauté. Il y a des choses, non, il y a des lignes à ne pas franchir. Donc, moi, j'ai toujours pensé long terme. Si j'avais pensé court terme, ouais, peut-être sur le moment, j'aurais fait énormément d'argent, mais j'aurais perdu la confiance de mes abonnés. Conseiller des mauvais placements immobiliers en investissement, etc., c'est flouer sa communauté et c'est jouer avec les économies d'une vie de certaines personnes. Et ça, moi, c'est impensable de faire des choses comme ça. Après, c'est une question de valeur et d'éthique. Mais je pense que, tu vois, la plupart des influenceurs, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation financière, certains qui n'ont tout simplement pas d'éducation. Tu vois, pour faire ce genre d'arnaque, faut vraiment être sans foi ni loi. Ouais, et ça se retourne contre eux aujourd'hui. Et ils le méritent. Franchement, ils le méritent. Ouais. Non, mais je te rejoins à 100%, notamment sur les propositions, les opportunités de pouvoir faire beaucoup d'argent, mettre en avant des choses qui ne sont pas adaptées. J'en ai moi-même vécu l'expérience où tu as des sollicitations à gauche, à droite, puis tu te dis, mais pourquoi ? Dans quelle mesure ça fait sens de mettre ça en avant de ma communauté ou autre ? Et ce type d'opportunité, vraiment, je dois en avoir encore plus maintenant qu'il y a le déclic. Des gens même qui sont prêts à me payer 5 000, 10 000, 20 000 euros pour venir ici sur cette table, partager quelque chose qui ne ferait aucun sens parce qu'ils en voient un réel intérêt. J'en ai actuellement toutes les 2 semaines minimum une personne. Donc on refuse à chaque fois et c'est assez dingue. C'est même un peu choquant parce qu'en fait tu te dis ça part d'une bonne intention de partager de la valeur et de transmettre le meilleur et t'es utilisé ou t'es perçu par certains comme une sorte d'outil publicitaire dans une démarche néfaste. Et autant un outil publicitaire dans une démarche positive, d'apporter de la valeur ou autre, ou pour une cause qui fait sens, pourquoi pas. Mais quand c'est néfaste, je vois exactement ce que tu veux dire. Ok, c'est intéressant sur ça. Je reviens aussi sur un autre concept autour des avis, des préjugés à Dubaï. C'est tout simplement en mode, tu disais avant, voilà, on ne peut pas s'ennuyer à Dubaï. Donc oui, on ne peut pas s'ennuyer, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on vient ici à Dubaï ? Moi, j'ai beaucoup de gens. Donc on est sur la fin de l'épisode, donc c'est plus le côté sympa là qu'on va évoquer. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent « Ouais, je viens à Dubaï 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Qu'est-ce que tu me recommandes ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais comme activité ? Je fais ci, je fais ça. » Et en fait, je suis arrivé dans une problématique où c'est pas que je sais pas quoi leur dire, c'est que j'ai tellement de choses à leur dire que je sais pas quoi leur recommander par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Le paradoxe du choix. C'est ça vraiment, c'est limite tu sais, le problème de riche des activités, quoi. C'est la même chose. Et pourtant, ça coûte pas forcément à chaque fois hyper cher. Donc toi, en général, je crois même que tu as fait une vidéo sur ça, sur les activités à Dubaï à faire en vacances. Donc, pour avoir plus d'informations, ils pourront aller regarder celles et ceux que ça intéresse vraiment. C'est quoi, toi, le top des choses que tu recommandes de faire quand on vient ici ? Alors pour moi, si tu viens à Dubaï, le truc numéro 1 à faire, c'est d'aller dans le désert. Vraiment, pour moi, le désert, c'est l'âme de Dubaï. C'est vraiment... c'est une ville qui a quand même été construite sur le désert. Ça veut dire qu'avant, Dubaï, c'était ça, c'était le désert. Donc je pense que c'est un passage obligatoire quand tu viens à Dubaï. En plus, tu peux faire plein d'activités dans le désert. Tu peux faire un safari, tu peux aller voir des chameaux, tu peux faire du vélo, tu peux faire du quad. Il y a plein de choses à faire. Faire le 4x4 dans les dunes, les activités avec les camps, là, les danses du ventre, les sortes de grands... comment ils appellent ça, les grands barbecues géants la nuit, les faucons. Il y a plein de choses à voir, c'est vrai. Ouais. Après, moi, je suis vraiment... tu peux même surfer sur les dunes. Après, moi, je suis moins fan, tu vois, de ces expériences safari parce que je trouve qu'elles sont vraiment très touristiques. Je préfère, tu vois, aller dans des camps où c'est vraiment plus l'expérience bédouine, où... tu fais un feu de camp, tu t'assois, tu observes les étoiles, tu peux avoir un télescope pour observer les étoiles. Le vrai, en fait. Le vrai. Moi, parce que c'est ça que je montre sur ma chaîne, c'est vraiment le Dubaï vrai et authentique. Parce que ce type de safari, c'est vraiment le Dubaï touristique, celui que j'aime moi. C'est le Dubaï que je connais, en fait. Je connais pas le Dubaï vrai, moi. C'est vrai, je me rends compte grâce à toi. Le mieux, vraiment, c'est d'avoir des potes qui ont des 4x4 et là, tu pars tout seul, tu vas camper dans le désert, tu fais ton feu de camp toi-même, tu te fais un loup-garou. C'est magnifique. C'est la meilleure expérience que tu puisses vivre. Dormir dans le désert, c'est génial. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais si tu aimes camper,
Mais voilà, moi, c'est ce type d'expérience que j'essaie vraiment de partager, celle qu'on connaît moins, en fait. Okay. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est Hatta. Tu vois, pour avoir un autre côté de Dubaï encore, c'est si t'aimes la nature. Donc Hatta, ça se situe à 1 heure en voiture de Dubaï. Et tu peux faire des randonnées, tu peux faire du kayak, t'as un super lac. C'est super aussi si t'aimes la nature, parce qu'on me dit souvent, ouais, il n'y a pas de nature à Dubaï. Bon, déjà, la plage et le désert, c'est la nature. Hein. Mais du coup, ouais, si t'aimes les randonnées, Hatta, je trouve ça génial. Et après, on va dire une activité un peu plus Dubaï bling bling, mais que je trouve hyper cool, surtout quand tu l'as jamais fait, c'est de louer un yacht avec tes potes. Ah ouais. Ça, je sais pas si t'as déjà fait. Ah ouais, des dizaines de fois. Ouais, voilà, donc ça c'est cool, tu vois, tu pars. Et c'est super pas cher. Mais oui, c'est ça, c'est que c'est incroyable. Hyper accessible. Tu te fais une petite croisière, tu peux te baigner, tu peux même louer des jet skis, on te fait à manger sur le yacht. Enfin, vraiment, tu peux vivre la vie de milliardaire pendant quelques heures et c'est génial. Pour que je donne du contexte à celles et ceux qui nous écoutent, quand je dis hyper pas cher de louer un yacht, parce que ça peut paraître un peu pas cher. Ouais. En gros, louer un yacht à Dubaï, en tout cas, moi, c'est le prix que je paye avec un contact. Une demi-journée, donc 4 heures, soit en après-midi, soit en matinée, peu importe, pour un bateau de 15-20 personnes. Donc, tu peux diviser le prix en toutes les personnes. En mangeant sur le bateau, donc ils te font un barbecue, tu as tous les soft drinks qui sont prévus, etc. Super sympa, tu peux mettre ta musique, tu peux faire... Et le bateau, il bouge, il te déplace. Plus ou moins 500 €, 500-600 €, donc ça fait à peu près 2000-2500 dirhams, divisé par tous, ça fait 100 dirhams par personne, 150 dirhams par personne. Voilà, ou par exemple là, je vois le fin avril, c'est mon anniversaire, j'ai invité 70 personnes sur un bateau, je prends à 88 pieds pour une journée quasiment entière, avec différentes choses qui sont prévues. 8000 dirhams, ça me coûte. 2000 €, c'est incroyable. J'invite 70 personnes sur un yacht de 100 mètres. 2000 € seulement. Louer une salle des fêtes dans une ville en France, ça me coûterait le même prix. Là, on parle d'un yacht avec plusieurs étages, avec plusieurs pièces, de 100 mètres de long, pour 70 personnes, pour faire la fête dessus, qui va se balader dans toute la marina de Dubaï, etc., autour de la Palme, etc., 2000 €. Donc, tu vois, je trouve extrêmement accessible, et c'est le genre d'activité que je trouve relativement accessible. Après, encore une fois, toute proportion gardée, bien sûr, et puis en prenant en compte le fait que tu peux, pour certains, le faire payer entre tes amis qui en profitent, etc. Mais c'est vrai que des activités super chouettes, pour quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros, tu peux en faire vraiment des sympas ici à Dubaï. Est-ce qu'il y a un autre sujet, une autre chose que tu voulais absolument partager sur Dubaï pour casser des idées reçues, ou un partage particulier que tu voulais qu'on transmette avant la fin de cet épisode? J'ai encore une question pour toi, mais celle-ci, c'est la tienne. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager impérativement, qu'on n'a pas évoqué dans cet épisode? Non, je pense que vraiment on a fait le tour. On a peut-être pas évoqué l'été, les inconvénients, tu vois. Vraiment, quels sont les inconvénients, tu vois? L'été à Dubaï. Tu restes à Dubaï l'été? Je pars, mais je pars jamais plus de 2-3 semaines, ouais. Ok. Mais je reste en général l'été ici. Ok. Pour ceux qui nous écoutent l'été, il fait entre 45 et 55 degrés, quoi. Concrètement, 50 degrés, c'est sûr. Je suis resté l'été dernier, en tout cas quelques jours. J'ai fait je suis parti 3 semaines, je suis revenu 2 semaines avant de repartir 3 semaines, et c'est vrai qu'il fait chaud. Alors, on va pas dire ouais, non, ça va, c'est agréable. Non, il fait vraiment chaud. Non, mais le problème, c'est même pas la chaleur, c'est l'humidité. En fait, c'est que tu sors, c'est un hammam. C'est genre, tu t'es tout transpirant. Exact. Après, je te dis la vérité, moi, je commence à apprécier l'été ici. C'est-à-dire que pour moi, c'est une période qui est déjà plus calme, parce que franchement, Dubaï, en ce moment, c'est... Là, je suis contente, c'est le ramadan, c'est plus calme. C'est plus calme, ouais. Mais avant le ramadan, là... Le trafic, tout, c'est compliqué. Tu sais, depuis que les Russes sont arrivés, etc. Énormément, ouais. C'était la folie, Dubaï. Vraiment, j'ai jamais vu Dubaï aussi busy. Et du coup, je commence à apprécier l'été parce que c'est plus calme. Tu vois, j'ai ma petite routine. Et tu peux quand même aller à la piscine si l'eau elle est réfrigérée. Tu peux y aller. La plage, t'oublies. L'eau réfrigérée. Ouais. En France, on chauffe les piscines l'hiver, tu vois. Nous, on les refroidit. Ouais, on les refroidit. Ah, on dit pas réfrigéré. Non, mais c'est pour le truc. C'est, tu vois, tout de suite, les gens se disent, oh, quoi. C'est comme des fois, tu as des ventilateurs dans les trottoirs.
Ouais, dans les terrasses, ouais. Terrasses, trottoirs, moi j'ai vu. Il y avait bien des chauffages avant, tu vois, dans les terrasses en France. Ouais, complètement. Mais ouais, non, je te rejoins. Donc l'été, ouais, c'est quelque chose. L'été, c'est dur, ouais. Donc ça, je pense que c'est un des inconvénients, tu vois, qui fait que la vie, pour certaines personnes, peut-être, elle est plus difficile à vivre. Après, moi, je pense que l'inconvénient number one de vivre à Dubaï, c'est qu'en fait, c'est la précarité. Tu dépends de ton visa, donc demain, en fait, tu n'as plus d'argent. C'est retour dans ton pays d'origine. Je pense que ça, c'est l'inconvénient numéro 1, c'est que tu ne peux pas t'assurer une résidence à vie ici. Ça, tu ne seras jamais chez toi, en fait. Ça, c'est l'inconvénient numéro 2, du coup. Ouais. Tu as raison. D'ailleurs, tu te vois rester longtemps à Dubaï ? Moi, j'aimerais rester longtemps. Moi, je me vois vraiment... en fait, pour aller où ? Si tu pars de Dubaï, tu vas où ? Il y a quelle ville aujourd'hui qui t'offre la même qualité de vie avec ses avantages, le peu d'inconvénients qu'il y a ? Franchement, il y a quelle ville qui t'offre ça aujourd'hui ? Ouais, complètement d'accord. C'est une question que je pose souvent à ceux qui habitent ici, parce que souvent ils disent ouais non, je sais pas combien de temps, puis après je dis tu iras où ? Et souvent, peu ont réellement la réponse. Donc je te rejoins à 100%. Je reviens sur l'été. Il y a un truc qui est fou, j'ai vu ça, j'ai entendu parler de ça et j'ai lu aussi pas mal d'articles sur projet Dubaï 2040, Dubaï Green. C'est incroyable quand même le fait de vouloir faire de Dubaï la ville la plus verte au monde d'ici 2040, avec les projets de parcs, etc. Je lisais même, je voyais même, alors, je ne suis pas allé plus en profondeur dans le sujet, il y a peu d'informations à ce sujet, mais qu'ils essaient de mettre en place des choses pour presque changer le climat ou rendre le climat plus agréable. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, effectivement, de façon à ce que toutes ces personnes qui quittent Dubaï pendant l'été, ils restent parce que ça deviendra beaucoup plus agréable. L'hiver, entre guillemets l'hiver où il fait 20, 25 degrés, 30 degrés, restera stable et l'été sera beaucoup moins insoutenable, on va dire, et deviendra agréable pour faire en sorte que les gens restent. Parce que c'est clair que c'est comme si tu as un magasin, on parlait de Dubaï Business Model, tu as un magasin, si tu as des clients qui veulent entrer mais que tu n'as plus de place ou que tu dois, pour des histoires de réglementation, fermer de telle heure à telle heure, tu as un manque à gagner. Là, c'est pareil. Si tu sais que de tel mois à tel mois, tu as la plupart des gens qui partent parce que c'est difficilement vivable, tu as un manque à gagner. Donc, ils sont prêts à investir des milliards dans le fait de mettre en place tout en œuvre pour construire un système, un écosystème, un climat propice au fait que les gens restent, parce que derrière, il y aura un vrai retour sur investissement à long terme. Et je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est effectivement la seule ville qui promeut ça. Alors, est-ce que c'est parce que toi comme moi, on a une certaine appétence à l'entrepreneuriat, on a ce mindset qui est fait comme ça et on trouve ça génial ou super ou top, alors que d'autres pourraient se dire mais c'est une catastrophe climatique. Les écolos. C'est sûr, tu vois. Là, on n'en a pas parlé. Ils sont en PLS, là. C'est sûr, ils doivent être choqués et autres. À tort ou à raison, chacun a ses raisons et c'est ok là-dessus. Mais moi, je trouve ça vraiment fascinant et intéressant comme sujet. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. Moi, je trouve qu'ils sont dans le futur, tout simplement. Tu vois, ils sont. Je te dis la vérité. Moi, je pense que l'Europe, c'est le passé. Ça y est. Tu vois. Enfin, pour moi, le futur, c'est l'Asie, c'est le Middle East. Sincèrement. Mais tu le vois de toute façon. La Chine, l'Inde. Et Dubaï, les Émirats, qui est au carrefour, tu vois, de qui est entre ces puissances en fait, qui vont de plus en plus se développer. Pour moi, le futur, il est ici. Complètement. J'ai une dernière question pour toi. D'ailleurs, merci pour ce moment partagé ensemble. Cet échange, c'était vraiment super top, super intéressant et j'ai adoré. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous avez également adoré cet échange, n'hésitez pas à nous faire le savoir avec le petit like, le partage, le commentaire et les avis sur la plateforme de podcast. Beaucoup trop de gens oublient de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur les plateformes. Mettez les 5 étoiles. Tu as mis les 5 étoiles sur mon podcast ou pas encore ? Non, en plus, je l'ai même pas. Je vais le faire juste après. Ah, voilà. J'ai gagné 5 étoiles. Cet épisode est rentable. C'est bon, j'ai mis 5 étoiles. Plus sérieusement, merci pour ça. Parmi tout ce que tu as partagé, est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas encore partagée dans cet épisode et que tu aimerais absolument partager et qui a créé un déclic chez toi, ou limite une transformation identitaire chez toi, que ce soit perso, que ce soit pro, ça peut être une citation, une situation, une frustration, une réussite, un échec. Tu as vraiment carte blanche pour ce mot de la fin, pour ce dernier conseil que tu pourrais nous partager. Ça peut être lié à Dubaï, ça peut être lié pas du tout à Dubaï, à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle, encore une fois, le truc que Amel a envie de laisser sur le déclic. Oui, j'en ai eu un. Alors, c'était justement quand je venais de me faire licencier et
parallèlement à ça, je me suis aussi fait larguer. Donc, on va dire que au niveau professionnel, double peine. Au niveau, j'étais célibataire à 30 ans et sans emploi à Dubaï. Et pour moi, j'avais touché le fond. J'étais une merde. Et c'est à ce moment-là où je voulais rentrer en France. Et je me souviens, et j'ai déjà partagé cette phrase sur mes réseaux sociaux, mais cette phrase m'a vraiment marquée. Heureusement, j'avais ma sœur, j'avais le soutien de ma sœur, et qui m'a dit Don't let a bad day make you think you have a bad life. Ne laisse pas une mauvaise journée te faire penser que tu as une vie de merde. Elle m'a dit, c'est juste ok, aujourd'hui t'es mal, c'est une mauvaise journée à passer, mais reprends-toi, ça va aller mieux. Mais reste pas comme ça et voilà, get shit done, bouge-toi. Et voilà, elle m'a pas dit, oh non, mais non, elle était en mode, non mais, oh, réveille-toi, t'es Amel, te laisse pas faire. Et c'est là où j'ai eu le déclic, tu vois, et que je me suis dit, c'est vraiment, je me souviens, c'est ce jour-là où je me suis dit, je serai pas une victime. Et que j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai eu le déclic. C'est là où, après, ça allait beaucoup mieux. Quand, tu vois, j'ai eu ce déclic, dans ma tête, tu vois, j'ai accepté beaucoup plus facilement le licenciement, ma rupture. Et c'est avec c'est grâce à ce nouveau mindset que j'ai pu retrouver un emploi et que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et que j'en suis là aujourd'hui. Derrière l'adversité se cache parfois une opportunité. Exactement. Merci Amel. Merci Alec. À bientôt.